Si tu fais du vélo un peu souvent ou tout le temps, tu dois absolument découvrir Physio-Vélo, le partenaire officiel de Parle-moi de santé. La clinique Physio-Vélo, c'est la référence pour le positionnement sur le vélo, communément appelé le Bike Fit. C'est une équipe de physiothérapeutes passionnés et à la fine pointe des connaissances pour te rendre confortable sur ton vélo, peu importe le type de vélo que tu as. Vélo de route, vélo de ville, fat bike ou vélo électrique, que tu sois un cycliste du dimanche, cycliste pour ton transport ou un cycliste confirmé, c'est la place à aller pour prévenir ou régler tes bobos à vélo pendant les 4 saisons. Imagine avoir accès à des experts de la mécanique du vélo et de la mécanique du corps humain au même endroit. C'est exactement ça l'ADN de leur équipe. Alors, si toi aussi tu fais un peu ou beaucoup de vélo, appelle chez Physio-Vélo dès maintenant pour voir comment ils peuvent t'aider. Tous les détails sont dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, de retour pour un autre épisode. Aujourd'hui, on parle de l'anxiété et des troubles anxieux chez les enfants. Et pour l'occasion, un deuxième passage à Parle-moi de santé pour Catherine Raymond, qui est psychologue et qui est chercheur en psychologie dans le domaine, qui a fait un doctorat et un post-doctorat et qui s'intéresse beaucoup à l'anxiété et aux troubles anxieux chez les enfants. Donc, on a parlé des différents troubles anxieux chez les enfants, on a parlé de comment ça se manifeste, les facteurs de risque, mais surtout les approches de traitement, comment on devrait prendre en charge ces problématiques-là, le rôle des parents dans la gestion de ces enjeux-là également. Donc, vraiment un sujet extrêmement passionnant et assurément pertinent. On sait que depuis la pandémie, on a des données ici au Québec qui nous montrent que les enfants ont un peu plus de problématiques en lien avec l'anxiété. Donc, c'est assurément un sujet sur lequel il faut se pencher avec de solutions concrètes qui sont basées évidemment sur la science. Donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation avec Catherine Raymond. Bon, alors on est parti pour un autre épisode aujourd'hui avec Catherine Raymond. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Un retour à Parle-moi de santé. On avait fait un épisode il y a quelques années déjà, épisode 28 sur le stress, qui est un épisode parmi les plus écoutés, je crois, dans le top 10, et on approche la centaine d'épisodes, donc c'est pas peu dire quand même. Sujet qui rejoint les gens, assurément. Ben, le stress, hein, ça parle. Exactement. Les gens... ouais, c'est un thème populaire. Ouais, puis je me rappelle, quand on avait discuté lors de cet épisode-là, t'étais peut-être en cours, en tout cas là, t'achèves ton parcours d'études au doctorat, en vue d'être psychologue, puis tu m'avais parlé du fait que t'étais en train de te spécialiser pour parler plus en lien avec l'anxiété, le stress, la gestion des troubles anxieux chez les enfants. Ouais. Fait que sujet d'intérêt aujourd'hui, on va parler de l'anxiété chez l'enfant, des troubles anxieux chez les enfants. Et j'ai déjà un épisode enregistré précédemment sur les troubles anxieux chez les adultes. Fait que ça va être intéressant de voir aussi, d'avoir ton expertise pour faire la nuance en comment on doit aborder ça différemment, quelles sont les différences, justement. Puis je suis sûr qu'il y a plusieurs parents à l'écoute qui cherchent des réponses pour mieux s'outiller aussi auprès de leurs enfants. Fait que peut-être je te laisserai te présenter juste brièvement pour mettre les gens en contexte et de savoir pourquoi je t'ai choisi comme personne de choix pour parler du sujet d'aujourd'hui. Ben oui, avec plaisir. Donc moi, je suis qui? Moi, je suis postdoctorante au département de psycho-éducatif, fait que je suis chercheuse postdoctorale finalement dans ce département-là, puis j'essaie de mieux comprendre c'est quoi les facteurs de prédisposition à l'anxiété chez l'enfant. Fait que biologiquement, cognitivement, émotionnellement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a certains enfants qui vont développer des pathologies anxieuses versus d'autres qui vont rester dans une anxiété qui est plus normative, si on veut, puis d'autres qui vont être super résilients puis qui développeront pas ces symptômes-là. Donc, je suis postdoc dans ce cadre-là. Puis en parallèle à ça, j'ai fait un deuxième doc. Là. J'avais déjà un doctorat en neurosciences, puis j'essayais de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau chez les gens qui vivent du stress. Puis ensuite de ça, j'ai fait un doctorat en psychologie pour mieux intervenir, en fait, apprendre à évaluer puis à intervenir les troubles anxieux chez les enfants. Donc, je pratique aussi comme intervenante en vue de devenir psychologue spécialisée. Puis, je me rappelle, quand on avait enregistré l'épisode, une des choses qui m'avait frappé, c'est que tu nous avais mentionné que le développement du cerveau allait très, 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 très tard. Et c'est ce qui expliquait, entre autres, pourquoi les enfants ont autant de difficultés, par exemple, à réguler les émotions. Puis là, quand j'ai réécouté l'épisode dans la main, puis la principale chose qui a changé depuis qu'on s'est rencontrés pour cet épisode-là, c'est que mon cortex frontal a fini de se développer. Parce que, hey, bravo! Oui, parce que je pense que c'est quoi, 28, 29 ans, tu sais, fin vingtaine, là? Ouais.
Fait que, bref, j'ai eu 30 ans l'année passée, fait que là, mon cortex frontal est pleinement développé. Donc, ta régulation émotionnelle est parfaite. Censé au niveau théorique. Après ça, la mise en pratique est différente. Fait qu'avant de parler d'anxiété chez les enfants spécifiquement, je pense aussi que les gens qui ont écouté l'épisode 28 sur le stress vont avoir plusieurs concepts importants pour suivre la discussion d'aujourd'hui. Mais juste pour peut-être s'entendre ou parler des concepts clés pour les fins de la discussion. Veux-tu juste nous redéfinir, tu sais, quand on parle de stress en soi, on va parler de réponse biologique du corps humain. Qu'est-ce qu'on entend par ça au niveau stress? Non, c'est une bonne question. En fait, souvent, on va utiliser stress et anxiété comme si c'était deux termes qui voulaient dire la même chose, alors que c'est vraiment deux concepts distincts. Quand on parle de stress, comme tu le dis, c'est une réponse physiologique, c'est-à-dire c'est le corps qui va réagir pour nous permettre de nous adapter à un défi ou à une menace. Okay? Puis par réponse biologique, ce qu'on entend généralement, c'est la production de certaines hormones. Celle qui m'intéresse le plus, c'est le cortisol, parce que c'est celle qui va avoir le plus d'impact sur le cerveau, et donc pouvoir amplifier la vulnérabilité à certaines pathologies, dont l'anxiété. Fait qu'en gros, on vit une situation stressante, le corps va amener la production de certaines hormones, dont le cortisol, qui ont un objectif, augmenter l'énergie pour s'adapter à cette situation-là, puis aussi venir jouer sur le cerveau pour faire en sorte qu'on va être très attentif à la menace, puis finalement, on va se concentrer sur le mammouth qui est devant nous tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la perception que cette situation-là, elle est terminée. Et quand on parle de stress, Sonia Lupien, avec qui tu as étudié, puis fait de la recherche, qui vulgarise très bien souvent les 4 caractéristiques ou les 4, disons, déclencheurs potentiels d'une réponse de stress avec l'acronyme du CINE, qui sont un peu comme les 4 situations ou déclencheurs potentiels d'une réponse de stress. Veux-tu juste nous les rappeler brièvement, puis un peu de les mettre en contexte? Tout à fait. Donc, dans le fond, il y a 2 types de stresseurs ou 2 types de mammouths, comme Sonia le dirait. Le premier, c'est des stresseurs absolus. Ça inclut pas le CINE, c'est vraiment des stresseurs à notre survie. Là. Fait qu'un écrasement d'avion, un accident de voiture, quelqu'un qui pointe une arme sous notre nez, etc. Ça, il n'y a pas de différence individuelle. Tout le monde va avoir une réponse de stress pour assurer notre survie. Quand on parle des stresseurs relatifs, en effet, il y a 4 ingrédients qui peuvent nous activer ou 4 composantes, comme tu le dis, dans les situations. On peut les regrouper sous l'acronyme CINE. Le premier, c'est le contrôle faible. Je vis une situation pour laquelle j'ai l'impression que je n'ai pas de contrôle. Par exemple, un enfant qui apprend que ses parents se séparent. Il n'y a pas d'emprise sur cette situation-là, ça peut être stressant. La deuxième, c'est l'imprévisibilité. Son nom le dit, quelque chose arrive et on ne l'a pas vu venir. OK, j'arrive à l'école, quiz surprise. Okay, donc, je m'attendais pas à ça, le système de stress peut s'activer. La troisième, c'est la nouveauté, découvrir un nouveau resto, un nouveau groupe d'amis. Première journée à l'école. Première journée à l'école, toute transition, le passer du primaire au secondaire, du secondaire au cégep, puis ainsi de suite. Les transitions, en général, c'est stressant, ça implique beaucoup de nouveautés. Et finalement, la quatrième, c'est l'ego menacé. On pourrait le changer par personnalité menacée, mais on n'aurait pas d'acronyme. Ouais, fait que l'ego menacé, on aime bien ça. L'ego menacé, c'est à chaque fois que j'ai l'impression que ma valeur individuelle est remise en doute. Un jeune qui donne une présentation orale, puis là, il y a 22 paires de yeux qui le regardent, mais ça peut donner cette impression-là qu'on est évalué, que notre valeur est mise à rude épreuve. Ça peut activer le système de stress. Puis là, je donne des exemples pour l'enfant, c'est les mêmes caractéristiques pour les adultes. Là. L'épisode 28, apparemment, là, on il y a peut des retourner très bons ça. exemples. Il y a d'autres exemples pour les adultes. Mais tu sais, c'est vraiment dans des petites choses de la vie. Puis des fois, les enfants vont avoir des réponses de stress parce qu'on leur dit « Hey, Rémi, c'est plus un nom d'actualité, là, mais en tout cas, va ranger ta chambre. » Puis là, l'enfant, réponse de stress, mais lui, ça se peut que là-dedans, il ait perçu de l'ego menacé. « Ah, mon parent me trouve pas adéquat, il trouve que je suis pas à mon affaire, je suis pas rangée, et ainsi de suite. » Donc, des fois, c'est vraiment dans des petites choses qu'on va détecter ces caractéristiques-là. Puis, tu sais, je pense que dans les années où je t'avais reçu, c'est probablement le début de mon exposition à ces facteurs-là, puis je les maîtrise beaucoup mieux, puis je vois aussi comment c'est très individuel d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui sont prédisposés à avoir des réponses beaucoup plus fortes, par exemple, à l'imprévisibilité versus d'autres, la menace à l'ego. Fait que c'est quand même intéressant de voir que ces ingrédients-là sont toujours au moins un d'entre eux présent quand il y a une réponse de stress, mais des fois, ça peut être des facteurs combinés. Puis des fois, il y a des prédispositions à être plus susceptibles, disons, à réagir à un qu'à l'autre. Vraiment. Puis ce qui est vraiment intéressant chez les enfants aussi, c'est que souvent, quand on regarde la sensibilité de l'enfant
à une ou deux des caractéristiques du ciné, il est fréquent de remarquer la même sensibilité chez l'un des deux parents. Ah ouais, Okay? hein? OK. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui est très, très, très sensible, par exemple, à l'imprévisibilité, pour donner un exemple, mais souvent, quand on regarde un des deux parents, lui aussi va être sensible à l'imprévisibilité, ce qui ne veut pas dire que c'est génétique, OK? Mais plus souvent, ce qu'on va voir, c'est un apprentissage par observation, parce que le parent, quand, mettons, je sais pas moi, les voisins se pointent pour l'apéro, on les attendait pas, puis là, on a une réponse de stress, là, notre enfant va nous voir plus agité, moins concentré, parfois on peut avoir des réactions de colère aussi en situation de stress, être plus impatient, etc. L'enfant qui observe ces changements-là chez son parent peut en venir à une conclusion pas tout à fait consciente, là, des fois c'est en deçà du seuil de détection, là, mais l'imprévisibilité, c'est dangereux. Ouais, c'est Okay? ça. Il peut avoir appris cette réponse-là vraiment. Exactement. Puis on va faire des liens parce qu'en parlant d'anxiété, il y a des liens de comment le comportement du parent ou comment c'est ça, là, comment la façon que le parent se comporte, comment ça peut influencer ça. Puis, tu sais, tu connais mon intérêt pour faire des parallèles avec mon métier, mais on va faire des parallèles avec la douleur chez les enfants aussi, l'anxiété, fait qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Dans la littérature scientifique, quand ils étudient en général l'anxiété chez les enfants, est-ce qu'il y a comme un groupe d'âge qui est plus étudié ou est-ce que c'est vraiment, tu sais, de 0 à 18 ans? Juste pour savoir un peu quand des principes qu'on va aborder aujourd'hui, ça s'applique-tu vraiment à n'importe qui est moins de 18 ans? Oui, c'est-à-dire, oui, il y a de la recherche un petit peu à tous les âges, mais je te dirais que le gros de la recherche commence à l'âge primaire. C'est-à-dire que chez les enfants d'âge préscolaire, en général, ce qu'on va voir, c'est des différences de tempérament. Ouais. Il y a certains traits de personnalité ou tempérament qui sont connus comme prédisant le développement de l'anxiété plus tard. Puis là, mais ce qu'on va essayer de voir à l'âge préscolaire, c'est comment se manifestent ces différents tempéraments-là, puis ainsi de suite. Puis il y a beaucoup d'études longitudinales qui vont montrer que, ben en effet, tu sais, au niveau préscolaire, quand on remarque certains traits de personnalité plus élevés, ben ça tend à prédire l'évolution de l'anxiété. Mais c'est vraiment à partir de l'âge de 6-7 ans qu'il y a le plus de recherches sur les différentes formes d'anxiété puis les différentes formes de troubles anxieux. Puis l'âge où il y a le plus de diagnostics de troubles anxieux, c'est vraiment l'âge de 11 ans. C'est l'âge médian d'apparition des troubles anxieux chez les jeunes. OK. Est-ce qu'une des hypothèses pourrait être que ça prend un certain développement du cerveau ou peut-être une certaine durée de temps à de l'exposition à des stresseurs pour, tu sais, peut-être développer quelque chose qui est un peu plus pathologique, disons? Ben vraiment, en fait, tu as une bonne hypothèse, là, c'est-à-dire que ça prend un cerveau qui est capable de se créer des représentations pour être capable pour manifester des symptômes concrets d'anxiété. Fait qu'en général, ce qu'on remarque chez les tout-petits, OK, qui vont devenir anxieux, mettons, ou qui sont prédisposés à l'anxiété, ça va être plus des symptômes externalisés. OK? Et non des symptômes internalisés. Je m'explique, un symptôme externalisé, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut observer. Un jeune qui va faire plus de bruit, un jeune qui va lancer des choses, qui va crier beaucoup, qui va faire des crises, etc. C'est des symptômes externalisés. Tu sais, c'est projeté vers l'extérieur. Un symptôme internalisé, c'est vraiment plus ça se passe en dedans, on le voit pas. La rumination, l'anticipation, etc., qui sont très, très typiques de l'anxiété. Ouais. Et ça prend un développement cérébral qui est plus avancé. Et ce qui va expliquer ça, c'est vraiment le lobe préfrontal, le cortex préfrontal dont on parlait en début. Celui dont je viens d'avoir fini le développement. Donc t'as gradué. Ben, ça commence à se développer plus fortement vers l'âge de 8 ans, 7-8 ans, qui est l'âge d'apparition aussi des troubles anxieux en général chez les enfants. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que l'enfant, il va se mettre à spinner ses mammouths, là, puis à anticiper plus amplement certaines situations. Comme si la partie du cerveau qui nous permet d'être entre guillemets, un peu trop conscient de ce qui se passe dans l'environnement ou de plus rationaliser ce qui se passe, permet ensuite finalement au cerveau d'être un peu plus en mode prédictif des fois, puis d'anticiper, puis de voir un problème à ce qui s'en vient, par exemple. Ouais, c'est par des scénarios, en effet. C'est quoi qui est normal en termes, parce que évidemment vivre du stress c'est normal chez l'adulte, chez l'enfant, après ça il y a une dose de stress à partir duquel on pourrait s'inquiéter. Qu'est-ce qui est normal de quand est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport à du stress et de l'anxiété chez l'enfant? En fait, l'anxiété, là, des fois, je vois dans les médias, là, 80% des enfants sont anxieux, 20% sont anxieux, etc. 100% sont anxieux. Là. Puis les adultes, même chose, on est tous anxieux une fois de temps en temps. Comme tu viens de le dire, c'est de la prédiction. Notre cerveau est fait pour émettre des prédictions, pour nous garder en sécurité, pour nous permettre de nous adapter. Si on n'était jamais anxieux, on ne regarderait pas des deux côtés avant de traverser la rue. Là. Okay? C'est parce qu'on est anxieux de se faire frapper qu'on va vérifier si on est en sécurité avant de traverser. Même chose, un jeune qui a un examen le lendemain,
c'est normal qu'il appréhende cet examen-là. On lui dit... tu vas vivre une évaluation. OK? Cette évaluation peut être déterminante pour ton avenir. Bien, certains, il va se faire des prédictions par rapport à ça. L'anxiété, une fois de temps en temps, quand elle est transitoire, quand elle n'est pas trop envahissante, quand elle n'empêche pas le fonctionnement, quand elle n'amène pas une détresse exacerbée, quand ça mine pas le fonctionnement familial, etc., en tout cas, tu me vois venir, elle est normale puis adaptative. OK? C'est pas un problème outre mesure. Ça fait partie de la game, comme on dit. Ça fait partie de la vie normale. Exactement. L'anxiété, c'est vraiment sur un continuum. La première étape, c'est celle qu'on vient de définir, c'est l'état anxieux. Si on va un peu plus loin sur ce continuum-là, on a ce qu'on appelle le trait de personnalité anxieux. Puis un petit peu plus loin, là, on a les troubles anxieux qui, là, ben, sont beaucoup plus envahissants, beaucoup plus prenants. Puis quand on prend pas soin de ces troubles-là, ben, on a une chance de se chroniciser avec le développement, fait que puis devenir beaucoup plus réfractaire au traitement. Et ça ouvre la porte à développer ce qu'on appelle des comorbidités, fait que d'autres troubles en parallèle à l'anxiété, comme l'abus de substances. L'adolescent cherche une façon de venir calmer les symptômes, peut se tourner vers les substances, fait que l'alcool, la marijuana, les réseaux sociaux, tu sais, passer 10 heures par jour sur le téléphone parce que ça donne cette impression-là d'anesthésier le symptôme. Il y en a d'autres qui vont se tourner vers des stratégies très délétères comme l'automutilation. Ça peut donner lieu aussi au développement de dépression, ainsi de suite. Donc, tu sais, c'est important de prendre soin de cette condition-là le plus tôt possible, finalement. Dirais-tu qu'en moyenne, la meilleure appellation de ce que les gens vivent en soi, c'est plutôt une émotion d'anxiété en soi, plutôt que de dire « je suis stressé », parce que, tu sais, le stress, c'est vraiment juste, d'un point de vue scientifique, c'est comme l'état biologique, la réponse du cerveau, alors que ce qui se passe concrètement la majorité du temps, c'est de vivre une émotion d'anxiété qui peut déclencher une réponse physiologique de stress, mais la majorité du temps, c'est pas un réel stresseur absolu, comme tu mentionnais en introduction, parce que dans le monde moderne, disons, en tout cas occidentaux, pour les gens qui n'ont pas, mettons, leur survie à risque à chaque jour, en général, on n'a pas de stresseur absolu, fréquemment du moins. Ben, en effet, c'est-à-dire, tu sais, l'anxiété d'état, c'est ce que tu décris. La question à se poser là, pour savoir est-ce que c'est du stress ou est-ce que c'est de l'anxiété, c'est le mammouth est-il sous mes yeux ou il est dans ma tête et je crains de le croiser. Fait que si je suis assis devant ma copie d'examen et là, je stresse parce que, aïe, 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 je connais pas la réponse à cette question-là, puis là, j'ai pas le contrôle sur la question que le prof pose. OK, ça resterait du stress à ce moment-là. C'est un stress relatif. Ouais. C'est du ciné. Ouais. OK? Si je me mets à spinner les conséquences envisagées de cet échec-là, je suis comme, mais là, si je coule, mais après ça, qu'est-ce que mes parents vont dire, puis qu'est-ce que mon prof va dire, puis je rentrerai jamais au cégep, puis etc. Ouais. Là, on est dans l'anxiété. OK? Si cette anxiété-là, elle est transitoire, c'est un état. C'est-à-dire, si une fois que j'ai fini mon examen, ou même le lendemain, j'y pense plus, puis c'est correct, c'est réglé, c'est une anxiété transitoire, il n'y a pas de problème. Si ça m'empêche de dormir pendant un mois, ben là, il y a peut-être des chances que ce soit autre chose qu'un état anxieux, puis ça mériterait qu'on s'attarde à ça, là, qu'on fasse une petite évaluation pour voir, ben, on en est où en termes d'anxiété. OK, c'est clair. C'est mammouth devant toi ou mammouth dans la tête. Il est où, le mammouth? Comment on fait pour nuancer des termes comme, tu sais, parce que la personnalité, puis ou les traits de personnalité, puis les traits d'anxiété, puis l'anxiété en soi, des fois, les gens peuvent l'utiliser de façon interchangeable. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est timide, qui est un peu plus replié sur lui-même, fait qu'il n'est pas très vocal, verbal, versus quelqu'un qui a un trait d'anxiété, versus quelqu'un qui a un trouble anxieux, tu sais, comment on fait du ménage là-dedans? C'est compliqué, mais ça, mon c'est enfant, comme... il est-tu anxieux? Il est-tu stressé? Il est-tu juste timide? Il est inhibé? Ou est-ce qu'on s'en fout? T'sais? Ouais, c'est ça. En fait, en psychologie, il y a beaucoup de termes, hein, il y a bien des affaires. Dans les termes que tu as mentionnés, bon, il y a timidité puis introversion qui ont tendance à être utilisés souvent de façon interchangeable. C'est pas la même chose. L'introversion, je vais commencer par ça, je pense que c'est un petit peu plus facile de cette façon-là. L'introversion serait sur le même continuum que l'extraversion. OK? Un peu comme mon anxiété tantôt, tu sais, c'était sur un continuum, ça c'est la même chose. La personne qui est introvertie ou qui est extravertie, c'est un trait de personnalité. Quand on est plus introverti, ce qui nous énergise, ce qui remplit notre batterie, c'est d'avoir des moments plus calmes ou dans des sous-groupes, de se replier plus sur soi, prendre du temps pour soi, puis etc. Quand on est extraverti, ce qui nous énergise, c'est être entouré de grands groupes. Okay? Si on fait ça relativement simple. Okay? Ce qui remplit notre batterie d'énergie. Exact. C'est ça, ça nous énergise de passer du temps avec des gens, puis ainsi de suite. Puis parfois, on va avoir ces deux types de personnalités-là dans un couple. Puis là, à ce moment-là, ben, ça peut être, faut se parler. Puis les gens sont pas nécessairement
extraverti dans un extrême et introverti dans un Non, c'est extrême, un dans le sens où les continuum. gens peuvent être des fois dans la moyenne, Oui, tout à fait. puis des fois, disons, un peu plus haut que la moyenne d'un bord ou de l'autre. Tout à fait, puis même que c'est pas immuable dans le temps. Mhm. Tu sais, les traits de personnalité changent aussi en fonction de notre expérience puis tout ça, mais c'est beaucoup plus stable, un trait de personnalité, qu'un état. Ouais. OK? La timidité, c'est un état. OK? C'est-à-dire que je peux être une personne très extravertie, mais dans certains contextes, être plus timide. OK? Fait que ça se peut que vous ayez un enfant hyper extraverti, puis là, ben, il arrive dans une nouvelle école, puis là, il est caché derrière maman. Là. Parce que là, c'est comme, je connais pas eux autres, les corridors non plus, puis là, il est plus timide, mais au fur et à mesure qu'il s'expose, la timidité, elle peut prendre le bord. Je comprends. La timidité, elle va plutôt être sur le même continuum, mais c'est plus officieux, c'est moins officiel, mais on pourrait le mettre sur le même continuum que l'anxiété sociale. Okay. C'est-à-dire que les jeunes qui souffrent d'anxiété sociale, l'anxiété sociale, c'est vraiment une pathologie de la honte. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de crainte du jugement, le regard de l'autre est perçu comme étant dangereux, puis ainsi de suite. Un peu comme quand on est dans un état de timidité, t'sais. Mais c'est juste que l'anxiété sociale, cette timidité-là, ben, elle apparaît très, très, très souvent, puis elle est beaucoup plus envahissante. Oui, puis elle a un impact sur le fonctionnement des gens. Là. Totalement, exactement. Puis le trait anxieux, OK, c'est aussi un trait de personnalité, un peu comme l'introversion versus l'extraversion. Le trait de personnalité anxieux, la façon la plus facile, je trouve, de le définir, c'est est-ce que vous êtes une personne ou est-ce que votre enfant est une personne qui a tendance à être très allergique à l'incertain? Mm-hmm. Tu sais, dès qu'il y a de l'incertitude, c'est vécu comme étant inconfortable. Parce que l'incertain pourrait contenir des mammouths. C'est pas du connu, c'est pas la routine, etc. Puis les jeunes qui ont un trait de personnalité anxieux, puis c'est la même chose avec les adultes, là, pour venir comme pallier à cette sensibilité-là, ils vont essayer d'avoir le contrôle sur le plus de choses possible, tu sais. Chez les adultes, ce qu'on va voir souvent, qui ont un trait de personnalité anxieux, c'est cette volonté-là de tout décider, tu sais. Décider des vacances, de ce qu'on mange à soir. Parce que c'est rassurant. C'est rassurant. Même chose dans les travaux d'équipe, tu sais, la personne qui a un trait de personnalité anxieux, elle va le gérer, le devoir. Je vais diviser les tâches, je vais faire ça. Ça donne un sentiment de contrôle. Mais dans les faits, ça fait juste maintenir l'anxiété à long terme parce que ça donne une fausse réassurance, tu sais. Ah, quand je contrôle, ça se passe bien. Ouais, mais t'as peu. Tu sais, lâche la corde, peut-être ça va très bien aller aussi, tu sais. Est-ce qu'on pourrait le vulgariser comme le trait anxieux comme une prédisposition à être plus vulnérable à voir des problèmes ou des inquiétudes futures, si on veut? Ouais, c'est ça, c'est de la prévention de mammouth. C'est vraiment de la prévention, tu sais, c'est d'essayer de tout mettre en place pour ne pas croiser de mammouth. Et puis là, s'il n'y a pas de mammouth, ce qu'on se dit, c'est une chance. Si j'avais pas tout mis ça en place, il y en aurait eu plein des problèmes. OK, je comprends. Plutôt que de dire, allons voir, puis s'il y a un mammouth, je vais voir comment je m'adapte face à ça. Tout à fait. Okay. C'est ça, mais c'est un trait de personnalité, c'est-à-dire... Fait que c'est une tendance que les gens auront. Exact, c'est ça. Puis tant qu'il y a... Ça affecte pas le fonctionnement, c'est-à-dire j'ai des amis, je vais à l'école, je suis capable de travailler, j'ai un cycle éveil-sommeil qui a bien de l'allure, je fais du sport, etc. C'est pas une pathologie, là, c'est un trait de personnalité, puis il y a des gens qui vivent très bien avec ça. Là. OK? Fait que c'est ça, c'est pas une pathologie. Ça peut devenir une force pour certaines personnes si c'est bien géré, encadré, j'imagine, si ça nuit pas au fonctionnement. T'sais. Ben, en général, les employeurs, OK, puis ça, il y a des études qui montrent que les employeurs vont avoir tendance à recruter des anxieux. Parce que la personne qui a un trait de personnalité anxieux, en général, a fait les affaires comme du monde. C'est-à-dire, ça peut être des gens qui sont très, très organisés puis qui vont vraiment essayer de pallier le plus possible pour que le travail soit fait comme il se doit. T'sais. Fait que c'est ça. D'anticiper les problèmes et de les régler avant même qu'ils soient là. Voilà tout. Excellent. Fait que là, ça nous permet de parler avec les bons termes. Dans tes recherches, de ce que j'ai compris, c'est que tu as essayé de comprendre c'est quoi l'impact du stress chez l'enfant sur le cerveau, entre autres dans son développement. Est-ce qu'il y a des grandes différences de comment le stress affecte le cerveau des adultes versus le cerveau des enfants? Puis si oui, ce serait quoi comme les principales différences? Oui, en fait, vraiment. Il y a des grosses différences, c'est-à-dire que puis là, c'est des recherches chez l'animal qui ont vraiment fait ces premiers modèles-là. Puis ensuite de ça, on a essayé de les répliquer chez l'humain. Puis chez l'humain, c'est plus des études
corrélationnel, là, puis on comprendra pourquoi, c'est-à-dire que chez les animaux, les chercheurs ont une plus grande lassitude dans ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur projet de recherche. Par exemple, stresser un animal pour voir l'impact que ça a sur son cerveau. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est correct ou que j'apprécie lire ce genre d'études-là ou tout ça, là, mon petit cœur de... de fan des animaux aime pas ça du tout, mais en tout cas, les comités d'éthique vont en permettre beaucoup plus dans la recherche animale, évidemment, que la recherche sur des enfants. Là, je veux dire, moi, j'ai pas pu stresser chroniquement des enfants pour voir ce qui arrive avec leur cerveau plus tard. Évidemment. Là, donc, en général, ça va être plus des études corrélationnelles. On vérifie. Ou il faut comme laisser la vie aller, puis quand il y a des périodes de stress chronique, on regarde ce qui se passe. On peut faire des études avec comme la COVID. La COVID, ça a été un bassin incroyable pour étudier les effets du stress à long terme sur les symptômes des enfants, puis ainsi de suite. Ce que la recherche montre, c'est que tant que le cerveau est en développement, donc de 0 à 25-29 ans, ce cerveau-là va être beaucoup plus sensible à la production chronique d'hormones de stress qu'un cerveau qui est pleinement développé comme chez l'adulte. Tant que le cerveau est en développement, l'environnement stressant va avoir beaucoup plus de chances d'avoir un impact sur ce cerveau-là. De quoi on parle quand on parle d'impact? En fait, toutes les structures qui sont en développement et qui reçoivent beaucoup d'hormones de stress ont plus de chances d'être altérées à long terme. Ce que les recherches sur le trauma, l'adversité montrent, en général, c'est que les jeunes qui vivent des événements traumatiques ou des événements très, très stressants sur une longue période de temps ont plus de chances de voir le volume de certaines régions cérébrales qui sont associées à la peur puis à la régulation des émotions d'être altérées. Puis là, logiquement, qu'est-ce qui se passe? Les régions qui détectent la peur, comme par exemple, qui détectent la menace, comme l'amygdale, vont avoir tendance à être plus grosses chez ces adultes. Celles qu'on a dans le cerveau, là, on précise. Pas les amygdales dans la gorge. Pas ceux-là. Fait qu'une zone dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est comme un peu un détecteur de menace, entre autres. Exact. C'est comme notre détecteur de fumée. C'est lui qui va dire « Ah, là, il y a un mammouth. T'as une présentation orale. Danger! Fait que cette région-là va être plus grosse, plus petite, ou ça varie? Plus grosse en général. Comme une hypertrophie, si on veut, de la région. Comme si on avait entraîné un muscle qui devait être plus gros pour s'adapter à plus de mammouths. Carrément ça. C'est carrément ça. C'est un cerveau qui s'adapte à un environnement qui est particulièrement stressant. C'est ce qui se passe dans des régions où il y a la guerre dans le monde. Tu sais, ces enfants-là qui évoluent dans un contexte où ils entendent des bombes éclater un petit peu partout, où il y a des gens qui pourraient venir puis être agressifs avec la famille, etc., ils vont développer un détecteur de fumée beaucoup plus sensible à ce danger-là. Mais c'est la même chose qui se passe ici quand on a un enfant qui évolue dans un milieu où il y a beaucoup de conflits dans la famille, où il y a de la violence, où il peut y avoir de la négligence, puis ainsi de suite. Ce détecteur-là va devenir hypertrophié, comme tu dis, ce qui fait en sorte que l'enfant va détecter les signaux de danger beaucoup plus rapidement. Tant qu'on est dans un milieu adverse, c'est hyper adaptatif que le système fonctionne comme ça, parce que plus vite je détecte le danger, plus vite je peux trouver des solutions pour me protéger. Le problème, évidemment, c'est que ce système-là demeure hypersensible, même quand l'environnement, lui, devient insécuritaire. Puis c'est ce qu'on voit avec des enfants, par exemple, qui vivent de la maltraitance et qui, à un moment donné, se retrouvent, par exemple, dans une famille d'accueil qui est super sécurisante, puis etc. L'enfant, ça se peut qu'il y ait un amygdale hypertrophié puis qui détecte des dangers très, très, très rapidement. Puis comment ça se manifeste au niveau des symptômes? On appelle ça de l'anxiété. C'est l'anxiété, c'est associé à un amygdale qui va partir en peur très rapidement. Fait qu'au niveau du cerveau, pour répondre à ta question, l'amygdale peut être plus gros ou encore plus sensible. C'est-à-dire que même s'il y a un volume normal... la même grosseur, disons. Il va s'activer super rapidement. Fait qu'il y a un seuil de détection de menace plus bas. Exact. En se disant, la prochaine fois, il faut que je les vois plus vite, les menaces, pour assurer ma survie. Donc, il y a l'amygdale qui va être soit plus réactif, soit plus volumineux. Puis une autre région du cerveau qui peut être affectée, c'est le cortex préfrontal. C'est-à-dire que le rôle du cortex préfrontal, c'est d'aller dire à l'amygdale « calme-toi le chou ». T'es parti en peur pour régulateur, Exactement. T'es parti en peur pour telle situation, mais amène un certain apaisement. Ça peut être altéré, cette fameuse connexion-là, ce qui fait en sorte que la régulation des émotions peut être problématique. Donc, non seulement j'ai un cerveau qui part en peur rapidement, mais qui a plus de difficultés à s'apaiser aussi. Fait que ça peut prendre plus de temps, voire être impossible de réguler l'émotion. Ce qui fait en sorte que certains ados qui ont ces problématiques-là vont se tourner vers des méthodes beaucoup plus rapides pour réguler l'émotion. Je comprends. En fait, c'est pas la réguler, c'est pour la tolérer ou pour l'oublier, comme la consommation, par exemple. C'est là qu'on rentre vers les comportements que tu as parlé tantôt, qui peuvent devenir un peu comme le plan B du cerveau pour essayer de calmer ça, parce que le plan A, qui est comme un peu le gradateur, si on veut, de pouvoir venir
calmer l'amygdale ne fonctionne pas Marche adéquatement. Pas. Exact. C'est vraiment intéressant. Il y a tellement de parallèles à faire avec comment une douleur persistante peut venir un peu bousiller la capacité du système nerveux à contrôler le volume interne de la douleur dans le corps, tu sais. Fait qu'un peu de la façon que je le vois pour le stress, comme tu l'expliques, c'est que si tu as un stress chronique d'exposition, ben tes mécanismes de gestion de l'anxiété deviennent dysfonctionnels sur le long terme. Fait que ces mêmes mécanismes-là qui, dans un monde idéal, seraient adaptatifs, nous permettraient de s'améliorer puis de un peu faire de la rétroaction basée sur les situations. Mais là, si on est en surcharge, on dépasse la capacité d'adaptation, puis là, ça devient finalement un mécanisme qui est dysfonctionnel. Ben vraiment, puis c'est, tu sais, dans la douleur chronique, on va voir aussi souvent des patients qui ont plus de difficultés à être dans la présence attentive, fait qu'ancrés sur le moment, parce que il y a un envahissement de la sensation. Ben exactement, puis c'est tellement désagréable qu'on va avoir des pensées qui sont plus, tu sais, comme les bouddhistes disent, le monkey mind, tu sais, c'est-à-dire ça va de gauche à droite. Dans l'anxiété, on a vraiment quelque chose de similaire, c'est-à-dire les jeunes et les adultes qui souffrent d'anxiété vont avoir beaucoup de difficultés à se poser puis à se centrer sur ce qu'ils vivent parce que dans leur corps, c'est le bordel total. Tu sais, en lien avec l'anxiété, on va avoir plein de symptômes physiques qui sont très similaires à ceux du stress, mais en fait qui sont les mêmes mais exacerbés. J'ai le cœur qui bat super vite, j'ai les mains moites, je peux avoir l'impression d'avoir la gorge serrée. J'ai une agitation motrice. Moi, les patients, je le vois dans mon bureau pour la plupart. Là, quand je dis quelque chose qui active de l'anxiété, tu les vois, là, tu sais, les mains, ça devient inconfortable, t'as envie de bouger, etc. Puis là, tu dis à ces gens-là, en douleur chronique ou en anxiété, non, on se pose, on accepte ça, le symptôme. Ouais, non, c'est difficile. Ben oui, c'est difficile, puis c'est de l'entraînement, mais ça s'apprend. Ouais. Et plus on apprend à se poser avec le symptôme, plus le symptôme se régule. Fait que voilà. C'est entre autres, pour faire un parallèle, certains principes dans les différentes théories ou, approches en psychologie, la théorie de l'acceptation puis de l'engagement, la ACT là, en anglais, il y a beaucoup de littérature sur l'impact de ces principes-là sur la gestion d'une douleur chronique, par exemple. Fait que de la même façon que la gestion d'une émotion comme de l'anxiété, c'est utile. Là. Ah, je savais pas qu'il y avait de la littérature beaucoup. Je les enverrai, les articles. Ah, vraiment, j'y veux. Parce que moi, c'est mon approche en psychologie, le ACT. Tu sais, c'est fascinant. Puis il y a des effets sur le cerveau aussi, sur justement cette capacité-là à venir réguler l'émotion qui est amplifiée en lien avec la psychothérapie. Puis ça passe par l'apprentissage de tolérer l'émotion, puis de pas essayer de s'en débarrasser finalement comme une patate chaude. Oui, exact. Ben, tu sais, il y en a certains chercheurs qui parlent de la douleur comme étant aussi caractéristique qu'une émotion. Tu sais, la douleur pourrait être considérée comme une émotion dans certains contextes. Fait que, bref, plein d'autres parallèles à faire. Est-ce que, parce que là, on vient de bien documenter ou décrire quel impact le stress a sur les zones du cerveau, l'hippocampe, là, qui gère entre autres la mémoire, ça peut-il avoir un impact à long terme sur la structure de l'hippocampe? Est-ce que c'est documenté, ça? Oui, tout à fait, sauf que l'hippocampe a le luxe de se développer rapidement. Okay, c'est-à-dire que, c'est ça, plus jeune. Vers l'âge de 2 ans, on a un hippocampe qui est relativement mature puis qui permet de cumuler des mémoires à long terme. Et donc, après ça, elle est plus immuable au changement. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait des traumatismes ou des événements stressants qui se fassent plus jeunes pour qu'on voit une altération sur ce développement-là. L'amygdale, dans le cerveau, pas dans la gorge. L'amygdale, ça se commence à se développer très tôt, vers l'âge de 8 mois chez les bébés. Puis d'ailleurs, les parents qui nous écoutent, j'imagine qu'il y a beaucoup de parents, étant donné qu'on parle d'anxiété chez les tout-petits. Ouais. Mais l'amygdale, ça commence à se développer vers 8 mois, puis on le voit tout de suite là, chez l'enfant. C'est là qu'il commence à détecter les dangers. Tu pars l'aspirateur, il pleure. OK. Des choses auxquelles il réagissait pas avant. Ben non, totalement. Puis moi, c'est ça que j'avais dit au père de mon garçon. J'étais comme « Oh mon Dieu! » Il y a un amygdale. C'est comme, tu le vois, où le parent sort de la pièce, puis là, l'enfant est inconfortable, puis il pleure. L'enfant apprend rapidement que le parent, c'est sa source de sécurité. Tu sais, s'il y a un danger, c'est lui qui va être là pour me protéger. Si papa, maman est loin, je suis en danger, l'enfant pleure. Okay? Donc ça, c'est un amygdale qui commence à se développer. Puis l'amygdale termine son développement vers l'âge de 18 ans. OK. Fait que tout ça, c'est une période de vulnérabilité à affecter l'amygdale en présence de stress chronique. Puis si on se pose la question pourquoi les ados peuvent avoir des comportements à risque, genre reculer sur l'autoroute parce qu'ils ont manqué leur sortie, tu sais, ça peut être envisageable, ou avoir des comportements de consommation. Ou faire de la haute vitesse avec 5 personnes pas attachées. La haute vitesse, sous-consommation, tu sais, on voit des fois là, dans le journal, tu sais, du car surfing, là, en tout cas, bref, tous ces comportements-là. Pourquoi font-ils ce genre de choses? En gros, tant que l'amygdale n'a pas terminé son développement,
l'ado a pas assez peur. OK? C'est ça qui fait en sorte qu'il peut se mettre dans des situations à risque comme ça. Et la solution à ça, c'est de répéter. C'est vraiment le parent qui va agir, ou le gardien principal qui va agir comme amygdale externe. C'est comme le régulateur, l'assistant à réguler. Totalement. OK, puis la même chose pour le lobe frontal. Le frontal commence à se connecter à l'amygdale vers l'âge de 8 ans pour permettre la régulation des émotions, termine son développement vers 25 ans chez la femme, 29 ans chez l'homme. Durant toute cette période-là, la régulation des émotions est plus difficile. Tu sais, même chez les jeunes adultes, c'est plus difficile. Donc, le parent, l'ami, l'intervenant, etc., peut aider à apaiser les émotions. Puis, tu sais, on pourra en reparler tantôt quand on va parler d'intervention. Tu sais, faut aider, mais il y a un bout à tout. Tu sais, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant apprenne aussi un petit peu à aller chercher des réponses en lui là, pour réguler ses émotions. Fait qu'apprendre avec parcimonie, mais le parent va avoir ce rôle-là aussi de réguler. Puis, est-ce qu'il y a une relation dose-réponse dans le temps, c'est-à-dire un stress chronique exposé en bas âge? Est-ce qu'en général, de façon moyenne, ça cause plus de problèmes pour la santé moyenne des adultes une fois rendus adultes que s'il y a du stress chronique qui embarque plus tard? Est-ce qu'on a cette documentation-là? Là, ma réponse, ça va être « ça dépend ». C'est-à-dire que c'est ça, il n'y a pas de réponse claire par rapport à ça. Je te donne 2 exemples carrément contraires. Un enfant qui a vécu aucun stresseur, OK? C'est pratiquement impossible, mais aucun stress, OK? De 0 à 29 ans. La première fois qu'il vit une situation stressante à 30 ans, ça se peut qu'il ait l'impression de ne pas avoir les ressources pour passer au travers de cette situation-là, OK? Puis là, je dis pas qu'il faut les traumatiser, là. Non, okay? Il y a une dose optimale. Mais totalement, c'est ça. Mais par exemple, ça peut être, je sais pas moi, un enfant qui vit dans un milieu familial tout à fait adéquat, il a toutes les ressources en lui pour réguler son stress, ses émotions, etc. Mais là, il a vraiment peur d'aller à la fête de son ami parce qu'il ne connaît personne, puis etc. Puis c'est comme, tu sais quoi? On va t'outiller, mais tu vas y aller. OK? Vit du stress, de l'inconfort, trouve certaines stratégies pour s'adapter à cette situation-là. Ben, il en ressort avec un outil de plus d'adaptation. Mais oui, cette personne-là qui a vécu ces situations-là dans son développement à 30 ans, il va peut-être se sentir outillé pour passer au travers des situations stressantes. Oui, parce que ça va servir plus tard. Exactement. Quelqu'un qui a vécu du stress chronique pendant l'enfance, qui a vécu la guerre, des abus sexuels, de la violence physique, de la violence politique, peu importe. Tous ces contextes de vie-là qui peuvent être très, très, très traumatisants, très stressants, peut voir des changements au niveau de la morphologie de son cerveau. La recherche le montre. Il est tout à fait possible que cet adulte-là soit tout à fait adapté et ne développe pas de troubles de santé mentale, malgré une morphologie qui est différente au niveau du cerveau. Okay, ça dépend vraiment de ce qui s'est passé avant puis de ce qui se passe après. Okay, c'est-à-dire, il y a des facteurs de protection qui sont là à la base. Par exemple, avoir un environnement familial qui est propice à aider à la résilience. Tu sais, tu vis de l'adversité à l'extérieur de ton milieu familial, une agression sexuelle, peu importe, à l'extérieur du milieu, mais papa et maman sont là pour te soutenir, on va aller chercher de l'aide, etc. On va s'équiper pour passer au travers de cette situation-là. À l'âge adulte, ça se peut que la morphologie du cerveau soit différente, mais il n'y aura pas de symptômes. Okay? Donc, ça dépend vraiment. En fait, c'est pas tant... Il n'y a pas de pire ou moins pire, finalement. C'est pour ça aussi qu'on parle de facteurs de prédisposition puis de facteurs de protection. Fait qu'il y a des éléments qui sont protecteurs, puis il y a des éléments qui prédisposent à, mais ça confirme pas ou ça ne garantit pas que les choses se développent. Puis c'est un peu comme l'interaction de ces facteurs-là, de la biologie, puis comment l'environnement va se développer autour, qui va un peu expliquer le portrait final, tu sais, quand ça évolue. Oui, tout à fait. Puis c'est la même chose avec le stress maternel. Pendant la gestation du bébé, il y a des études qui vont montrer que le fait de vivre un gros deuil ou ce genre de choses-là enceinte, ça peut avoir un impact sur le tempérament de l'enfant à la naissance puis sur ses hormones de stress. OK? Puis là, au début, tout le monde paniquait. « Oh mon Dieu, il ne faut pas que les mères vivent de stress, puis ainsi de suite, puis c'est l'enfer. » Puis finalement, il y a des études qui montrent que les comportements maternels dans les premières semaines de vie peuvent agir comme facteur de protection, puis il n'y aura pas d'impact. Ça peut annuler... Tout à fait. Fait que quand on parle de facteurs de vulnérabilité, il y en a plein. Il y a des facteurs au niveau génétique qui peuvent nous prédisposer à avoir des troubles de santé mentale à l'âge adulte. Des facteurs familiaux, comment les parents vont agir avec soi. Il y a des facteurs qui sont liés au tempérament de l'enfant, ses traits de personnalité. Je veux dire, tu sais, des facteurs de vulnérabilité, il y en a plein, puis de protection aussi, finalement. Oui, parce que l'autre danger, c'est qu'on ne veut pas non plus tomber, puis
dans une société très axée sur la performance comme on peut l'avoir maintenant, on ne veut pas non plus tomber dans l'anxiété de performance, de prévenir l'anxiété ou de prévenir le stress. Tu sais, ça devient complètement contre-intuitif et contre-productif. Là. Ah, écoute, puis il y a un terme pour ça, là, c'est l'optimisme cruel. Okay? Ah ouais, hein? C'est-à-dire... Optimisme cruel. Ouais, c'est quand on a cette tendance-là, c'est Sonia Lupien qui avait parlé de ça dans une chronique, puis j'avais trouvé ça formidable. C'est vraiment cette tendance-là qu'on peut avoir à croire qu'il y a une stratégie qui peut nous sauver de tout. Ouais, c'est ça. Je vais boire de l'eau citronnée le matin, puis je serai plus jamais anxieux, ou je vais Puis là, je vois ça souvent sur les médias sociaux, là, être accro à sa dopamine, boire telle boisson, tout le monde est accro à sa dopamine. Par définition, la dopamine, c'est ça. C'est la fonction même du neurotransmetteur. Totalement, ou vous êtes dépendant au cortisol. Ah, ouais. Je suis comme, je savais pas ça, je suis sarcastique, mais c'est vraiment, on essaye de vendre l'idée qu'il y a une solution magique à tout ça, et au-delà de ça, on essaie de nous vendre l'idée aussi que c'est nocif, le cortisol, ou que c'est nocif nécessairement l'anxiété, quand en fait, c'est vraiment une question de dosage. Ouais. Le cortisol à petite dose, ça nous rend plus concentrés, plus énergiques, ça fait en sorte qu'on s'adapte beaucoup plus facilement aux défis. On en veut du cortisol. Les conditions psychiatriques où il n'y a pas de cortisol, où il y en a très peu, en fait, je vais refaire ma phrase, quand on a très, très peu de cortisol, c'est associé à des conditions psychiatriques comme le trouble de stress post-traumatique, comme l'épuisement professionnel, comme la fatigue chronique. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de démon en place, là. C'est important d'avoir une certaine dose de cortisol, c'est important d'avoir une certaine dose d'anxiété aussi pour bien s'adapter à notre environnement, finalement. Là. Il y a une citation qui reflète très bien l'optimisme cruel, c'est « Pour chaque problème complexe et multifactoriel, il y a une solution rapide, simple et fausse. » Ça pourrait très bien refléter ça. Totalement. C'est comme en psychothérapie, parfois, il y a des gens qui vont arriver et qui veulent des trucs. Ouais. Tu sais, on veut un truc pour que ça aille bien. Souvent, la solution n'est pas dans un truc qui va faire tout changer. Tu sais, c'est une combinaison de plein de facteurs. Il faut aller chercher un petit peu aussi en soi pourquoi on présente ces symptômes-là. Puis ces symptômes-là, ils servent à quoi? Quelle est la fonction des symptômes vécus? Tout à fait. Puis, tu sais, loin de moi l'idée d'être invalidante en disant ça. Par exemple, je vous donne un exemple chez l'enfant. Un enfant qui est anxieux à tous les soirs avant le dodo. OK? Ouais. Puis là, peur du noir, peur de la séparation, papa s'en va, maman s'en va en bas, etc. J'aime pas ça. Les symptômes d'anxiété montent. Puis là, quand j'ai des symptômes anxieux comme ça, papa ou maman reste dans la chambre avec moi. OK? Puis là, je suis pas en train de minimiser la douleur de l'enfant, la douleur psychologique de l'enfant à ce moment-là, son inconfort et tout ça, mais il y a une fonction à ces symptômes-là. Le parent reste près de moi pour me calmer, tu sais. Et c'est le cas dans la plupart des pathologies. Même chose, l'inquiétude dans l'anxiété généralisée, on y perçoit une fonction. Ouais. Ça me permet de me préparer. Ça me permet d'être performant. Tant qu'on n'est pas capable de mettre le doigt là-dessus, l'anxiété demeure, ou en tout cas, elle est beaucoup plus difficile à contrôler, tu sais. Puis pour ça, ça prend du temps, tu sais, il faut se poser, il faut en parler, il faut essayer de comprendre c'est quoi la fonction de ces symptômes-là. Parce que j'imagine qu'après, cette fonction-là, on est capable de la transposer ou de la trouver ailleurs. Possiblement. Tout à fait, ne serait-ce que dans... Là, je reviens à l'exemple du jeune qui a beaucoup de difficultés à dormir le soir. C'est un outil pour la vie. Là, j'ai été capable d'apprendre à me calmer moi-même. Ouais. Ces enfants-là développent un sentiment de contrôle qui est beaucoup plus élevé. Ils sont plus en même après de s'exposer à des situations qu'ils trouvent stressantes parce qu'ils se disent, ils se le disent pas consciemment, c'est vraiment un discours qui est très caché, mais je suis capable, moi, de faire face à des situations qui me mettent inconfortable. Je suis capable de trouver des ressources moi-même, sans papa, maman, pour passer au travers de ça. Chez l'enfant, c'est quoi les manifestations classiques de l'anxiété? En général, qu'est-ce qu'on peut voir physiquement même, puis peut-être même qu'est-ce qu'eux vont ressentir? Chez les tout-petits, souvent, ça va être des manifestations comportementales. C'est des choses qu'on peut observer. Ouais, ce que tu disais tantôt, il y avait comme deux types, je me rappelle pas comment tu as utilisé les termes. Externalisé versus internalisé. Fait que souvent, chez les plus petits, ce qu'on va voir, c'est des manifestations physiques. OK? Fait qu'un enfant qui, avant d'aller à l'école, va dire « Ah, j'ai mal au ventre. » OK? Les maux de ventre, c'est super associé au stress et à l'anxiété. Puis c'est biologique, là, c'est vraiment juste le cerveau qui va bloquer la digestion pour garder l'énergie et être plus fort au combat ou à la fuite. Là, fait que vraiment, ça peut amener des crampes abdominales, des inconforts, ça peut amener de la diarrhée, des vomissements, etc. Puis le parent peut vraiment se questionner, là, mon enfant a-t-il la gastro? Là? Effectivement. Quand on ne sait pas que c'est associé à l'anxiété.
Donc, douleur abdominale, des maux de tête, c'est super fréquent, de l'agitation, OK? Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes de consultation pour des troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité chez l'enfant. Ouais. Puis quand on fait l'évaluation, on est comme « non, c'est de l'anxiété », tu sais. Le stress, ça donne beaucoup d'énergie. Un enfant anxieux est plus stressé et donc il peut avoir beaucoup, beaucoup d'énergie, la difficulté à tenir en place, de l'agitation, tendance à tout toucher, etc., couper la parole, être plus impulsif, tout ça, ça peut être associé à l'anxiété chez les enfants. Plus l'enfant vieillit, c'est-à-dire chez les ados, on va voir de moins en moins ça parce que le préfrontal se développe, plus de facilité à inhiber les comportements. Et donc là, ça va se tourner plus vers soi. Les symptômes, c'est là que ça va être plus intériorisé. Rumination, anticipation du futur. Puis ça, souvent, chez les jeunes, on va le voir par des pensées d'inquiétude, là. On le voit, moi, l'image là, qui me parle le plus, c'est le tourbillon, là. On voit l'enfant partir dans son discours, dans « Ah, ben là, j'ai peur de couler mon examen. » Puis là, c'est parce que si je coule mon examen, il va se passer ci. Là, je pourrais pas rentrer au cégep. Là, ben si je rentre pas à ce cégep, là, vous allez être déçu. Cascade, là, comme une pente fatale. Exact, c'est vraiment, conséquence. On le voit tourbillonner. Puis les parents, on a certains réflexes dans ces situations-là qui sont pas nécessairement les plus adaptés pour aider l'enfant malgré tout notre bon vouloir, puis on pourra en reparler, là, mais voir les tourbillons comme ça, l'enfant peut passer de plus en plus de temps, reclus dans sa chambre, sur son téléphone, parce que les téléphones sont vraiment de puissants outils pour contrecarrer les pensées d'inquiétude. On vient se distraire, tu sais, avec ça. En fait, c'est un évitement, c'est une stratégie d'évitement au final. C'est ça, puis ça, c'est l'autre comportement que j'allais te nommer, l'évitement. Ouais. Par le téléphone, c'en est un exemple, mais ça peut être aussi plus vouloir aller à l'école. On le voit beaucoup dans l'anxiété sociale, là. Les enfants qui vont dire « ben là, j'ai mal au ventre, je reste à la maison ». Puis là, que c'est tentant comme parent de faire comme « ben oui, repose-toi ». On reste à la maison, on n'ira pas. On accommode beaucoup dans ces situations-là, les parents. C'est très instinctif. Donc, l'évitement. Mais ça, c'est vrai chez les petits, c'est vrai chez les grands, c'est vraiment le comportement le plus typique dans le cadre de l'anxiété, c'est éviter le mammouth. Puis sur le coup, ça fait du bien, OK? Puis on l'a tous vécu, là, éviter des situations qui nous semblent menaçantes. Sur le coup, on a un apaisement incroyable. Le seul problème, c'est que ça augmente l'anxiété à long terme parce qu'on fournit pas à notre cerveau l'évidence concrète qu'il n'y avait pas de mammouth. Et donc, lui, il se dit, ben j'ai bien fait de t'empêcher d'aller là, tu sais, ça aurait été dangereux. Fait que plus on évite, plus on a de chances de devenir anxieux. Fait que puis ça, c'est les manifestations, je dirais, globales de l'anxiété chez les jeunes. Puis après, ben dépendant des formes d'anxiété, les manifestations changent un peu, évidemment. Là. Tu sais, je te donne un exemple. Si j'ai une phobie des araignées, ben je vais avoir tendance à avoir des grosses réactions vis-à-vis de l'araignée. Mais quand l'araignée n'est pas là, ça peut aller relativement bien. C'est très situationnel. Exactement. De l'anxiété de séparation, ben là, ça va être très typique au contexte où je suis loin de mon parent. OK? Et là, qu'est-ce que je vais faire pour éviter ça? Mais je vais m'assurer d'être le plus souvent possible près de mon parent. Et là, quand on parlait d'accommodation tantôt, un comportement que le parent va faire qui favorise l'évitement, c'est de dire, ben, je sortirai plus. Tu sais, je ne ferai plus garder mon enfant parce que quand je pars, c'est tellement inconfortable, mais là, on vient l'encourager à éviter finalement. Ouais, plutôt que de faire une exposition graduelle. Pour permettre de développer les outils pour faire face à ce stresseur-là. En donnant des outils à l'enfant, tu sais, on va t'exposer graduellement, tu sais. Au début, on va aller manger 20 minutes au Tim Hortons au coin de la rue, puis on va revenir. Après ça, on va faire une plus longue sortie, etc., puis en donnant des outils finalement à l'enfant pour qu'il puisse s'apaiser pendant ce temps-là. Tu as survolé déjà quelques types des troubles anxieux. Tu as parlé de l'anxiété sociale, l'anxiété de séparation, c'était quoi l'autre? Les phobies, araignées. Toi, dans ton internat en clinique, y en a-tu auxquels tu as été plus exposé, que tu as vu, mettons, cliniquement beaucoup, que tu es plus familière avec, dans les types de troubles anxieux? Oui, je dirais que l'anxiété de séparation chez les tout-petits, c'est vraiment le plus fréquent. Fait que vers l'âge de 7-8 ans, là, ça apparaît en général, l'anxiété de séparation. C'est vraiment un classique là, qui apparaît souvent. J'en vois quand même pas mal. Vers la fin du primaire, une autre forme d'anxiété qui arrive souvent, c'est l'anxiété sociale. C'est ça qui évolue le plus souvent au suite de ça. Puis chez les adolescents, c'est l'anxiété généralisée, puis ça, j'en vois beaucoup. C'est les âges classiques d'apparition, puis c'est 2 fois plus fréquent, 2 à 3 fois plus fréquent chez les filles en comparaison aux garçons. Fait que c'est vraiment une pathologie qui va avoir tendance à toucher plus les filles, ce qui veut pas dire que les garçons souffrent pas. Souvent, c'est une souffrance similaire, mais qui va être exprimée différemment.
Ça a plus tendance à ressortir en anxiété chez les filles. Mais sinon, il y en a d'autres, oui, là, qui sont Ben, on pourrait aborder, tu sais, brièvement un peu de ces trois-là, comme il y a comme une espèce de chronologie dans l'âge, puis comme tu en as vu, tu sais, grosso modo, l'anxiété de séparation, ben, tu as un peu décrit comment ça se manifeste, mais ça ressemble à quoi l'approche, les principes directeurs de comment on règle ça ou comment on donne des outils de gestion par rapport à ça? Souvent, l'anxiété de séparation, là, c'est l'enfant qui a développé pour mythe ou pour croyance qu'il a besoin de son parent pour se réguler. OK. C'est comme un peu la croyance de fond directrice du trouble. Exactement. J'ai besoin de mon parent pour me réguler, je suis pas capable tout seul. Et donc, tous les contextes où mon parent est loin de moi, je suis en danger. OK. Souvent, ça va se manifester en premier au dodo. Ouais. Après ça, un deuxième domaine classique, c'est l'école. Ouais. Les départs d'école, le lundi matin, par exemple. Exactement. Puis encore pire, les vacances et les camps de vacances, être loin de mon parent pendant une longue période de temps. C'est ça. À ne pas confondre avec le trouble d'attachement, OK, qui peut avoir des manifestations similaires, mais le trouble d'attachement, c'est vraiment cette croyance-là, ça arrive souvent dans les contextes plus adverses, là, où par exemple, il y a eu des séparations très conflictuelles, ou entre les parents, entre les parents, ou des parents qui ont des pratiques plus violentes ou plus négligentes, etc. Le trouble de l'attachement, qui peut avoir des similitudes, mais c'est plus l'enfant qui a l'impression qu'il peut pas s'appuyer sur son parent pour se réguler. Ou quand le parent s'en va, mettons, au resto ou autre, il peut avoir cette crainte-là que le parent revienne jamais. Okay. Donc, ça peut s'exprimer dans des contextes similaires de séparation, mais les causes sont vraiment, vraiment différentes, là. Puis ça, parfois, ça prend une évaluation psychologique pour vraiment bien discerner les deux. Qu'est-ce que c'est, C'est ça, parce que comme ça n'a pas la même cause, on va pas le traiter de la même façon. Mais l'anxiété de séparation, c'est ça. C'est cette croyance-là que j'ai besoin du parent pour me réguler. Puis souvent, les parents, on accommode beaucoup dans ces situations-là. Puis, tu sais, je mets la scientifique de côté, puis, tu sais, clinicienne, etc., puis là, je regarde la maman, OK? Ouais. Puis c'est tellement instinctif. Ouais, ça doit tellement être... Tu sais, ton enfant pleure parce que tu le couches, puis là, tu t'en vas, puis là, tu le sais qu'il est dans sa chambre, il est tout seul, puis il file pas. Il y a vraiment quelque chose en nous qui a envie de recourir vers la chambre pour aucun doute. Le calmer. Puis ça prend beaucoup d'énergie pour, pour se restreindre à ne pas le faire, pour lui donner un outil pour la vie. Puis c'est de ça qu'a émergé les stratégies du 5, 10, 15, là. Je laisse pleurer 5 minutes, après ça 10 minutes, après 15 minutes, puis je vais le rassurer entre chaque. C'est pour lui donner la chance de se réguler par lui-même, tout en montrant à l'enfant qu'on n'est pas parti. C'est ça, exact. On n'est pas loin. Ouais. Je vais revenir, c'est tu peux compter sur moi. Arrange-toi tout seul complètement. M'en fous! Ouais, c'est pas ça, là. Puis ça peut limiter l'anxiété de séparation. Fait que ça fonctionne, le 5, 10, 15? Le 5, il y a 10, quand même 15, un peu de littérature là-dessus? Il y a des papiers qui montrent que ça fonctionne pour le sommeil. OK. Que ça peut vraiment favoriser le sommeil, mais c'est pas à tout coup. Hein. Chez les enfants qui ont des tempéraments très anxieux, ça peut avoir des effets délétères. Fait que moi, je dirais qu'il faut vraiment y aller avec son instinct puis consulter un professionnel aussi. Il y a des gens qui vont se spécialiser là-dedans, faciliter le sommeil chez les enfants puis tout ça. Les médecins de famille aussi peuvent guider par rapport à ça. C'est important de se référer à un professionnel de la santé là, avant de... ou surtout si on fait ça et on voit que ça marche pas. Ouais, c'est ça. Surtout là, il faut peut-être se re-questionner par rapport à ça. Puis sinon, comment on peut aider pour l'anxiété de séparation? Souvent, c'est les parents qu'on va coacher beaucoup. Ouais, c'est clair. À réagir peut-être différemment, à moins accommoder. Laisser l'enfant être anxieux un petit peu, graduellement, tout en lui donnant des outils, OK, lui montrer à respirer. Il y a des stratégies aussi clés qu'on utilise avec les jeunes pour les amener à être plus en présence attentive. Je vous donne un exemple là, de même. Il y a des enfants qui, le soir, dans leur chambre, ne fileront vraiment pas parce que les parents sont loin. Là, dès que l'inconfort monte, l'enfant sort puis il va aller aux toilettes. Ou il va aller chercher un verre d'eau, il va « Attends un peu. Tolère le truc, reste là. » Parce que sinon, il apprend que dans sa chambre, il est en danger, tandis qu'à l'extérieur, il se sent mieux. Fait que des fois, c'est des petits trucs comme ça là, qu'on donne aux parents puis à l'enfant pour travailler là-dessus. Okay? Plus tard, tu as l'anxiété sociale, qui est typique, qui a tendance à augmenter. Puis l'anxiété sociale, c'est vraiment
pathologie qui est associée à la honte. Souvent, c'est des enfants qui ont peur d'apparaître, là, qui en public parce qu'ils ont l'impression qu'ils portent quelque chose de honteux, puis les gens, quand ils vont les regarder, ben ils vont découvrir cette honte-là. Donc, ce qu'on va faire en clinique, souvent, c'est les exposer à la honte ou à la gêne. C'est-à-dire, on peut aller, par exemple, un enfant qui est très, très anxieux socialement. Ben, premièrement, au début, ils sont anxieux avec nous aussi. Ça prend un certain temps avant qu'ils s'acclimatent à l'intervenant. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas trop on est qui. Donc, on y va doucement, puis graduellement, ben, on va les exposer à rencontrer d'autres gens. T'sais, on va faire le tour à la clinique, on va aller cogner aux portes, on va aller collecter des bonbons, de la part des collègues, ce genre de choses-là, pour qu'ils s'acclimatent à ces situations-là. Chez les adultes, il y a même des stratégies similaires où on va demander aux patients de faire quelque chose de honteux dans le métro, par exemple. Tu sais, échapper toutes leurs affaires. Puis, ben oui, tu vas ressentir de la honte. Pas le fun. Moi non plus, j'aime pas ça, échapper toutes mes affaires dans le métro. Mais c'est comme, j'ai eu honte, mais... Finalement, c'est ça. C'est ça. Le lendemain, il y a personne qui est venu cogner chez nous pour dire « Hey, hier, dans le métro, ça n'avait pas d'allure. » Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est de défaire cette association-là entre honte et issue catastrophique. Puis ça aussi, ben, ça prend du temps, puis il faut voir d'où ça vient, cette honte-là. Puis souvent, c'est ancré dans certaines situations qui se sont passées. Par exemple, si j'ai eu des parents super exigeants, auprès desquels je me suis jamais sentie suffisant, mais ça se peut que j'ai développé cette impression-là que j'ai pas le droit d'exister, moi. Tu sais, si les gens découvrent vraiment ce qui se trouve en moi, ben, ils vont me juger, puis ils vont trouver que je suis insuffisant, puis tout ça. Puis ça peut amener cette anxiété sociale-là. Fait qu'on passe, oui, par l'exposition, mais aussi à comprendre d'où ça vient un petit peu, puis accepter comme acte que, ben, nous, on est sensible à la honte. Tu sais, c'est... Ouais. C'est quoi, y a-t-il un lien qui existe entre le fait que, tu sais, l'âge à laquelle l'anxiété sociale apparaît est aussi l'âge où on rentre à peu près au secondaire, qui est comme souvent comme... comment dire, toute une expérience pour les gens. Tu sais, c'est comme le début de la jungle adulte, si on veut, puis des gangs, puis des groupes sociaux, puis du rejet, puis tout ça, tu sais. Même si au primaire, ça peut exister, au secondaire, c'est vraiment amplifié, parce que là, on est un peu plus laissé à nous-mêmes en termes d'autonomie, t'es moins encadré. Et en même temps, c'est un âge où l'exposition aux médias sociaux est comme décuplée, même si là, ça commence de plus en plus jeune, tu sais. Chose qui est comme un peu... existait pas dans mon temps, tu sais, je suis pas si vieux que ça, mais tu sais, même moi, ça existait pas avant ce moment-là, tu sais, j'ai pas eu de téléphone dans mes mains avant l'âge secondaire avancé, tu sais. Moi, j'étais au cégep. Ben, c'est ça, exactement. Puis je suis heureuse de pas avoir... Ben, avec du recul, je suis heureuse de pas avoir ça, parce que ça ajoute en effet une grosse couche de complexité. Fait que, comment ça joue là-dedans? Comment ça influence l'anxiété sociale qui, on dirait, est plus prévalente qu'avant? Je sais pas si c'est parce qu'on sait mieux comment la détecter ou est-ce qu'on en parle plus, là, bref. Ben, c'est sûr que là, l'anxiété, c'est plus démocratisé. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins gêné. C'est moins tabou, les gens parlent. C'est ça, exactement. Il y a plus de ressources disponibles pour ça, mais en tout cas, l'accès aux soins, on prend en jaser, là, mais on sait qu'il y a des ressources qui peuvent exister pour aider avec ça. En fait, pour être anxieux de ce que l'autre pense de moi, il faut que j'ai les capacités cognitives de me rendre compte que l'autre peut penser des choses de moi. Ça aussi, ça dépend beaucoup du développement du cerveau puis de la capacité à mentaliser. Tandis que chez les tout petits, l'anxiété, ça va être beaucoup plus instinctif. Mon parent est loin, je suis en danger, ça active des symptômes de stress. L'anxiété sociale, ça demande comme une petite couche de plus, là, je suis consciente que l'autre peut penser des choses de moi, puis peut même inférer ce que moi je réfléchis, puis mes valeurs, puis ainsi de suite. Ça prend comme un développement cognitif un petit peu plus avancé, mais la timidité est un prédicteur important de l'anxiété sociale. OK. Fait que les enfants qui sont très, très inhibés comportementalement. Fait que ça, c'est les tout petits qui restent toujours très proches de maman, papa, qui ont de la difficulté à aller explorer, ainsi de suite. En général, c'est un prédicteur du développement d'anxiété sociale et de d'autres types d'anxiété comme l'anxiété généralisée. Qui se déclare un petit peu plus tard. Ça, je pense que c'est 11-12 ans, l'âge médian d'apparition de l'anxiété généralisée, ça arrive un petit peu plus tard. Là. Fait que le vieillissement nécessaire du cerveau pour avoir, entre guillemets, les ressources cognitives pour être anxieux socialement, c'est une des choses qui l'explique. Puis comment tu vois l'influence des médias sociaux puis de la jeune du secondaire sur le développement de ça aussi. Oh là, les médias sociaux. C'est ça. Ben, je suis vraiment mitigée par rapport à ça parce que je trouve que les médias sociaux offrent
quelque chose d'incroyable. Ben oui, c'est-à-dire ne serait-ce beaucoup que... d'éléments positifs. Ben, totalement. Tu sais, du transfert de connaissances comme tu le fais, ça donne lieu à ce que des experts viennent parler de leur sujet. On peut aller chercher un paquet d'informations là-dessus. Et ça permet aux gens qui vivent dans des régions plus éloignées de conserver des contacts avec la famille, avec les amis. Même ici, tu sais, sur l'île de Montréal, tu sais, oui, ton ami habite peut-être au coin de la rue, mais le soir, quand tu vis une situation problématique, ben, les médias sociaux, ça permet d'entrer en contact, etc. Pour certains, ça permet l'expression de leur art. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment un côté très positif à tout ça. Puis là, je prends un long moment pour l'expliquer parce que je veux vraiment pas avoir l'air de faire comme « Non, faut pas... » Non, c'est ça, exactement. Faut nuancer. Cela dit, ça donne lieu aussi à renforcer l'anxiété dans certains cas. Notamment, il y a des enfants qui vont aller vraiment anesthésier leurs symptômes anxieux avec les médias sociaux, passer énormément de temps sur les médias sociaux. Il y a des jeunes qui vont passer 10 heures par jour sur leur téléphone pour penser à autre chose quand ils vivent des situations stressantes, puis parce qu'ils sont à court de ressources autres pour se faire, d'avoir d'autres outils, développer une passion, aller faire du sport, faire des tricoter des foulards, tu sais, je sais pas, mais trouver autre chose qui est moins nocif, finalement, là, que de passer 10 heures sur un écran. Ça donne lieu aussi à de l'intimidation en ligne, qui est intimidation, une des causes les plus importantes aussi sociales au niveau de du déclenchement des troubles anxieux chez les ados, mais aussi leur chronicité. Là, c'est difficile de travailler sur ton anxiété, c'est à chaque fois que tu vas à l'école, tu t'intimides. C'est comme un autre contexte. Ça peut être une des causes de vouloir éviter le milieu, par exemple. Totalement. Puis après, de généraliser ça à d'autres milieux. Donc, les médias sociaux aussi contribuent énormément à ça. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est ça, l'utilisation des médias sociaux, je suis un peu mitigée par rapport à ça. Dans tous les cas, je pense qu'il y a des suggestions qui sont faites aux parents par rapport aux médias sociaux, puis c'est pas des suggestions qui sortent de nulle part, tu sais, ne pas permettre d'accéder aux médias sociaux avant l'âge de 12-13 ans, ben c'est parce que c'est très difficile pour les jeunes de se réguler eux-mêmes par rapport à l'utilisation de ces médias-là. D'un point de vue neurobiologique, tu sais, moi aussi, là, si on m'avait donné accès à un téléphone 10 heures par jour, je l'aurais fait, là. En fait, c'est un buffet de dopamine, là-dessus, et donc, ces recommandations-là sont là pour quelque chose. Puis le contrôle parental aussi, je pense que c'est une bonne idée que l'enfant sache que, ben oui, tu sais, j'ai libre cours à chatter avec mes amis, etc., mais mes parents peuvent voir, tu sais, ça limite un peu aussi ce dont on se sent à l'aise à partager sur les médias sociaux. Fait que clairement, il y a raison d'essayer de trouver des façons d'encadrer, réguler, mais surtout encadrer, structurer pour que ce soit pas un peu le free-for-all, sans dire nécessairement que les médias sociaux, c'est le diable et que c'est juste mauvais. Tout à fait. Puis je pense aussi que c'est important d'éduquer les jeunes par rapport à ça, tu sais. Ouais. Je pense pas que c'est unique aux jeunes, en fait. Les médias sociaux, ça influence l'anxiété, le stress des adultes aussi, là, tu sais. Tout à fait. C'est clair. Tout à fait. Puis moi, souvent, c'est un devoir que je donne là, aux adultes de juste s'observer. Tu sais, on est en train d'écouter un film puis on prend notre téléphone en même temps. Coupable. Ben, totalement, moi aussi. Mais quand on s'observe, on se dit « Ah, t'as peu. J'étais anxieuse là, juste avant. J'avais de l'anxiété qui montait. Ah, j'ai eu le réflexe de me surstimuler avec... Ah, OK. » C'est juste observer ça en soi aussi, ça peut être un outil important pour prendre en considération certaines choses. Hein. Fait que, pour fermer la parenthèse, anxiété sociale, faut faire de l'exposition graduelle. On coach le parent, on coach l'enfant pour tolérer ces situations-là. Puis, tu as parlé du trouble d'anxiété généralisée, qui est un peu comme un trouble qui peut un peu prendre la forme de à peu près n'importe quelle situation, finalement. Comment on décrirait ça? Puis, c'est quoi les principes clés et directeurs? L'anxiété généralisée, il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est un peu comme le cancer généralisé. Tu sais, c'est tout, j'ai peur des araignées, des exposés, de ça. Alors qu'en fait, ça devrait plus s'appeler l'intolérance à l'incertitude. Là. C'est vraiment comme le trait de personnalité anxieux, mais sur les stéroïdes. Là, c'est ça, qui amène un problème de fonctionnement. Exactement. Fait que c'est vraiment une allergie extrême à tout ce qui est incertain parce que l'incertitude donne lieu à des scénarios catastrophes. OK? Et en général, pour apaiser ces scénarios-là, les jeunes vont faire beaucoup d'évitement. Ils vont avoir des comportements qui leur permettent d'éviter de se sentir comme ça. Le contrôle en est un exemple. Ça peut être d'éviter de s'exposer à des situations qui vont activer ce sentiment-là d'inquiétude, finalement. Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, un jeune qui se questionne par rapport à son avenir. Puis là, ben, il va aller chercher
beaucoup trop d'informations sur tous les programmes, dans toutes les écoles, de tous les sites. Il y a des jeunes qui vont procéder de cette façon-là, OK, pour éviter l'incertitude, puis il y en a d'autres qui vont faire carrément le contraire, ils vont procrastiner, puis ils toucheront jamais à ça pour pas confronter ce moment-là. Mais dans les deux cas, c'est de l'évitement, puis ça renforce l'anxiété généralisée. Donc voilà, puis chez certains jeunes, cette anxiété-là peut devenir vraiment très, 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 très inconfortable, puis altérer le sommeil, altérer les capacités de concentration en classe, les relations interpersonnelles. Ça peut vraiment être très envahissant. D'ailleurs, c'est dans le cas de toute forme de trouble anxieux, là, ça altère le fonctionnement en général. Puis, comme ça apparaît surtout chez les adolescents, l'anxiété généralisée, puis que c'est un moment où socialement, c'est plus acceptable, voire ça peut même être valorisé, la consommation dans certains milieux. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de jeunes qui vont se tourner vers ça pour venir alléger les symptômes, puis évidemment, ça n'aide pas à régler... Plutôt que de faire, mettons, ce qui est mieux démontré pour régler la problématique. Là. Totalement, oui, exactement. Puis ces principes directeurs-là, j'imagine, en thérapie, en psychothérapie, c'est un peu sur ça qui va être travaillé, que ce soit en thérapie cognitivo-comportementale ou autre, là. Oui, tout à fait. Ce qu'on va essayer en thérapie cognitive comportementale, là, c'est vraiment d'amener le jeune à prendre conscience quand la chaîne s'allume. D'apprendre à faire la distinction entre la situation, OK, par exemple, je dois choisir une école, un cégep, ou je dois choisir une université. Ça, c'est la situation, ça ne m'appartient pas. C'est ce qui se passe autour de moi, versus tout ce que ça active en moi. Ça m'amène des pensées. Et là, que la personne apprenne à se voir vriller, là, tu sais, à voir les pensées en là, si je choisis pas la bonne école, après ça, ben là, j'aurai pas le bon emploi, puis etc., 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 qui est très, très typique dans l'anxiété généralisée, d'apprendre à se voir aller, d'apprendre à se centrer sur les sensations physiques que ça donne. Quand je pense à ça, j'ai les mains moites, je vois mon esprit vriller, tu sais, j'ai mon bone qui mind, là, mon esprit qui vrille, je suis tendue dans le cou, etc. Juste de prendre ce pas de recul-là, OK? Et quel comportement j'ai envie de faire? J'ai envie d'éviter. J'ai envie de pas le faire, OK? Fait que les premières étapes, c'est vraiment d'apprendre à séparer ça. Exactement. Puis de l'observer, puis de le nommer. De l'observer, de le nommer, puis de l'accepter. Tu sais, comme quand on est dans le mouvement ACT, là, OK, ben, je suis une personne comme ça. Tu sais, spontanément, j'aurais cette volonté-là d'éviter de me préparer. Après ça, ce qu'on va mettre en place quand on a une approche cognitive comportementale, on va essayer de trouver des solutions alternatives à ces pensées-là. Okay. Comme un peu restructurer les pensées, si on veut. Oui, exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, si une personne se dit, ben, comme je me suis pas préparée pour mon examen, je vais finir à la rue, j'aurai pas d'emploi. OK. Est-ce que tu trouves que cette croyance-là est aidante? OK, ben peut-être pas. On va essayer de trouver une croyance plus réaliste. Puis une question même que vous pouvez utiliser avec vos enfants à la maison, c'est si un ami te parlait comme ça, qu'est-ce que tu lui dirais? OK, souvent, ça aide les gens à prendre une perspective différente. Puis moi, c'est ce que je dis à mes enfants aussi, là, tu sais, c'est-à-dire, quand je les vois spinner comme ça, tu sais, si un tel te disait ça, qu'est-ce que tu y répondrais? Puis souvent, les jeunes, ça les amène à faire on est beaucoup plus sévère avec nous-mêmes en moyenne, beaucoup moins d'autocompassion que ce qu'on dirait à nos amis, par exemple. Totalement. Puis après ça, ben, ça peut être comme parent d'essayer de les aider à trouver des pensées plus aidantes. OK? Parce que cette pensée-là, en ce moment, trouves-tu que ça t'aide, tu sais, de dire non, OK, ça pourrait être quoi une pensée plus aidante? Est-ce que c'est utile, l'utilité un peu de la pensée, du comportement? Exactement. Ça pourrait être quoi une pensée alternative? Ben, écoute, cet examen-là me stresse beaucoup. Si jamais j'ai une mauvaise note, ben, ça va être une mauvaise note. Tu sais, dans mon dossier. OK. OK. Tu sais, est-ce que c'est... Puis c'est ça, d'essayer de trouver un équilibre un peu plus juste là-dedans. Puis un piège dans lequel on tombe souvent, les parents, c'est de rassurer l'enfant. Dire, ben non, mais non, t'échoueras pas. Ah, ben non, tu vas avoir une bonne job. Ben non, tu vas... Puis là, l'enfant ou l'ado commence à dépendre de nous pour se rassurer, pour trouver des solutions à ses inquiétudes. Ça, c'est une des interventions qu'on va faire avec les parents, essayer de laisser l'enfant lui-même réfléchir à une stratégie envisagée, tu sais. Je sais pas, moi, OK, t'es super anxieux par rapport à cet examen-là. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ah, ben là, je sais pas, là. Tu sais, on espère qu'à un moment donné, l'enfant, ce qu'il dit, c'est, ben, je vais me préparer. Ben ouais, exact. C'est ça, c'est comme... de mon mieux. De mon mieux. Puis après ça, je vais voir comment ça performe. Ben ouais, tu sais, puis c'est ça, pour que lui-même développe une certaine autonomie dans cette gestion-là, finalement. Fait que ce que je retiens là-dedans, c'est dans le comment je pourrais dire? On aurait un réflexe comme parent ou comme personne, ou même des fois entre amis, de vouloir automatiquement rassurer la personne
par besoin de venir à sa rescousse pour diminuer l'anxiété en disant non, 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 ça va bien aller puis c'est correct. Alors que la meilleure façon est peut-être justement de verbaliser qu'on voit que la personne souffre ou a cette difficulté-là. Puis après ça, de remettre un peu entre ses mains, de trouver des solutions en favorisant des questions, de l'accompagnement. Ouais, totalement. Tu sais, amener l'enfant à réfléchir lui-même, puis un réflexe qu'on peut avoir comme parents aussi, puis je pense qu'il est encore plus présent dans les générations de parents avant nous, par exemple, nos parents, puis leurs parents à eux, c'est de répondre « Mais non, on s'en fout, c'est pas grave. » Tu sais, on s'en fout, un examen, il n'y a rien là. Dans mon temps, tu sais, je marchais 22 km pour aller à l'école. Là, ton examen, ça va aller. Dans la neige avec... c'est ça. Pas de bas, pas de bottes. Tu sais, puis de se dire qu'elle... entendu ça. Tu sais, puis c'est correct qu'on fait avec les moyens du bord, là. Mais ce que je veux dire, c'est l'enfant peut percevoir... Ça peut être invalidant, parce que lui, ce qu'il se dit, c'est... C'est ça. Mais voyons, moi, je file vraiment pas. Ouais, comme si j'ai pas le droit d'avoir ce sentiment-là. Comment expliquer, tu sais, tu te sens un peu niaiseux, de ressentir toutes ces émotions par rapport à cette situation-là, alors que le parent, il dit, hey, rien, on s'en fout, tu sais. Fait des fois, au début, on peut essayer d'utiliser des phrases de façon un peu plus... machinal, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, si on veut. Plus, comme automatique un peu, là. Ouais, c'est ça. Dire, écoute, j'entends que pour toi, c'est difficile, cette situation-là, puis t'angoisses avec cet examen-là. Et donc, quelle solution on pourrait trouver à ça en ce moment-là, tu sais? Puis il y a une question clé aussi qui est vraiment aidante, c'est est-ce que ça sert à quelque chose de s'inquiéter de ça maintenant? Tu sais, pour ramener à ici et maintenant. Ouais, c'est le bon moment pour s'inquiéter de ça. Ben oui, c'est ça. Toi, Raphaël, 12 ans, est-ce que c'est en ce moment t'inquiéter de cette situation-là, qui est l'itinérance à 52 ans, est-ce que ça sert à quelque chose de s'inquiéter de ça maintenant? Ouais. OK, non. Bon. Fait que sur quoi on peut agir là? Tu sais, ah ben oui, on pourrait se faire un horaire d'études. Ah, parfait, bonne idée. OK, tu as besoin d'aide? Faut faire ton horaire d'études. Non, c'est quoi? C'est bon. Ça peut être rassurant d'avoir un plan. Tu sais, je retiens, quand on avait parlé dans l'épisode 28, le ciné, tu sais, que t'avais relaté que juste le fait d'identifier l'ingrédient qui déclenche l'élément de stress en ce moment, puis de se dire, OK, oui, c'est parce que j'ai pas le contrôle sur ça que je suis stressé. OK, je le sais maintenant. Juste ça pouvait être suffisant pour diminuer la réponse de stress. Ouais. Et d'aller plus loin, disons, ça pourrait être juste de se faire un petit plan par rapport à ça. Ouais. Ben, ça rejoint un peu cette stratégie-là. Tout à fait. On le nomme, puis ensuite, on se fait un petit plan. Puis décortiquer le ciné, là, c'est vraiment pour une situation qui est réelle. OK? T'as un examen demain, tu trouves ça stressant, parfait. Regardons le ciné. Ah, ben oui, c'est vrai, t'as pas le contrôle, ces questions. OK. Est-ce que c'est prévisible? Oui, t'as la date. OK. Est-ce que c'est nouveau? Non, t'as déjà fait des examens. Est-ce que ton ego est menacé? Oui. Ah, OK. Bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le C et le E? OK. Ouais. Mais on décortique pas le ciné pour l'itinérance à 52 ans. Non, c'est ça. Parce que ça, c'est un scénario imaginé. On est dans les pensées d'inquiétude. Pour ça, ce qu'on va dire, c'est est-ce que ça sert à quelque chose de s'inquiéter de ça maintenant? Non, on n'a pas de contrôle là-dessus. Parfait. On revient à l'examen. La situation ici et maintenant. Fait que prendre conscience de ce qu'on ressent, nommer « je suis anxieux en ce moment par rapport à ça ». Si c'est un événement qui est proche, on peut décortiquer le ciné. Puis si on est vraiment dans des scénarios beaucoup trop loin, catastrophiques, et le fameux, comment tu l'appelais, la spirale, le tourbillon, ben là, de se questionner sur l'utilité de cette pensée-là en ce moment. Oui, tout à fait. Déjà des bons petits outils. Là. Les enfants, ils vont avoir tendance à avoir beaucoup de difficultés à faire la différence entre la situation et les pensées d'inquiétude. Okay? Puis je dis les enfants, les adultes aussi. Des fois, c'est vraiment... c'est très instinctif, ça part comme un feu de paille. Là. Quand les enfants nous décrivent la situation stressante, en général, ce qu'on suggère aux parents, c'est juste de se fier au qui, quoi, quand. Okay? Par exemple, il y a eu un conflit dans la cour d'école avec un ami. Parfait. C'était avec qui, c'était quand, c'était quoi? 2 lignes. Okay? Juste résumé de la situation. Ouais, on résume. Qui, quoi, quand, 2 minutes. Puis comme ça empêche de tomber. En plus, on va se dire, c'est fait tout le temps ça, puis ça va le faire, puis c'est la fin du monde, puis etc. Puis je suis sûre qu'il va le refaire, puis non, qui, quoi, quand. OK, parfait. Qu'est-ce qu'on fait pour cette situation-là ici et maintenant? Les pensées d'inquiétude, de pas les mettre trop sur le spot à ce moment-là, tu sais. C'est un peu comme s'il y avait une espèce de brouillard, là, puis là, on tasse tout le brouillard juste pour ramener à, comme, concrètement, la situation était quoi. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça, c'est ce qu'on va faire en clinique. Après, comme parent, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est valider les émotions du jeune. Tu sais, écouter, valider, essayer d'aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il vit, puis l'aider comme on le peut à passer au travers de la situation ici et maintenant. Si on a l'impression que l'anxiété dépasse les bornes, c'est important d'aller chercher de l'aide. Vraiment. Puis de consulter à ce moment-là pour être coaché sur comment le faire. Tout à fait. Tantôt, tu as mentionné quelque chose brièvement qui a piqué ma curiosité, donc je le ramène ici.
le TDAH versus l'anxiété. Fait que, tu sais, les troubles de déficit avec attention, avec ou sans hyperactivité. J'ai un plan éventuel de faire un épisode sur le TDAH en soi, mais grosso modo, c'est une question qui se pose. Est-ce que mon enfant a réellement un trouble d'hyperactivité, de déficit d'attention, apprentissage, etc., ou est-ce que c'est de l'anxiété? Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Comment on essaie de démêler ça? Ouais, c'est vraiment compliqué parce que c'est deux troubles qui peuvent avoir des symptômes identiques. Okay? C'est-à-dire, les manifestations comportementales peuvent être les mêmes. Je donne l'exemple d'un enfant qui est anxieux. Quand il est assis en classe, il ne va penser qu'à ses mammouths anticipés. Okay? Donc, évidemment, si l'attention est toute portée vers les mammouths futurs, il n'en reste plus pour le mammouth présent, okay? Ou pour la matière qui est vue en classe. Fait qu'on peut avoir un enfant qui est comme ça, qui ne regarde pas en avant. Quand il est questionné sur la matière qu'on vient de voir, comme il disait pas, il n'était pas là. Okay? Si l'enfant n'écoute pas en classe, et que même le soir, quand il fait ses lectures ou ses devoirs, il spinne les mammouths, évidemment, au moment de l'examen, il y a fort à parier qu'il n'y aura pas de note extraordinaire. Là, okay? Donc, ça peut avoir un impact direct sur les apprentissages. Même chose chez certains enfants, l'anxiété, ça va ressortir par des comportements externalisés, comme on le disait, beaucoup d'agitation, ça peut même ressortir avec de l'opposition, okay? Parce que là, l'enfant, il veut pas faire ces tâches-là qui le rendent anxieux, fait que ça peut donner lieu à des crises de colère, d'opposition, etc. Puis là, on se dit, mon Dieu, mais mon enfant a un trouble du comportement puis un TDAH, okay? Si on médicamente cet enfant-là, ça se peut que l'agitation diminue. Okay? Parce que la molécule va avoir cet effet-là. Ça se peut même que ça favorise l'attention en partie, okay? Parce qu'on vient aider ce cerveau-là finalement à se canaliser, mais l'anxiété est encore là. Et donc, on ne vient pas traiter le fond de ce problème-là. Okay? C'est pour ça qu'il faut vraiment faire une évaluation parce que le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, en théorie, c'est là dès le début du développement du cerveau. Okay? C'est vraiment des altérations au niveau du cerveau qui vont poser un certain déficit au niveau de la concentration. C'est super énergivore pour les enfants là, qui ont un TDAH, qui est non compensé puis qui ne sont pas outillés à l'école pour pour finalement mener à bien leur cursus scolaire sans avoir un support de plus, là. Puis même sans parler de médication, évidemment, il y a des molécules pour ça, mais tu sais, parfois, ça va être des accommodations, tu sais, mettre l'enfant devant pour qu'il y ait moins de distractions, donner un petit peu plus de temps pendant les examens, tu sais, ce genre de choses-là, ça peut faire une grosse différence. Même chose, être assis sur un ballon plutôt que d'être assis sur une chaise. Les interventions peuvent aller de simple à complexe, dépendamment de des besoins. Là. Puis pour ça, il faut une évaluation neuropsychologique qui va vraiment aller cibler toutes les fonctions attentionnelles chez l'enfant, puis même pour voir est-ce que c'est vraiment un TDA ou on parle d'un autre trouble d'apprentissage, est-ce que c'est une dyslexie, une dyscalculie en fait, qui fait en sorte que l'enfant dépense tellement d'énergie à essayer de faire ses calculs qu'il n'en reste plus d'attention pour le reste. Donc ça prend vraiment des évaluations pour venir décortiquer tout ça. Donc, j'en déduis que le questionnaire que j'ai vu sur Instagram hier, 5 questions pour savoir si votre enfant est un TDAH, non, ce n'est pas bon. C'est pas bon, on va pas là. C'est bon. Comme la dépendance à la dopamine, là. C'est le même niveau. Ouais, c'est ça, exact. On est dans le même registre. OK, c'est bon, mais ça clarifie un petit peu. Dans le traitement des troubles anxieux, on a déjà fait un bon survol. Moi, une des questions que j'ai, c'est que tu sais, pour faire de la thérapie cognitive comportementale, ça prend certaines ressources cognitives, certaines ressources du cerveau. Donc, ma question, c'est à partir de quel âge on peut faire ça? Puis, est-ce qu'il faut l'adapter en fonction de l'âge de l'enfant? Si oui, comment? Oui. Il faut l'adapter, ça, c'est sûr. Mais je dirais que dès l'âge de 7 ans, il y a de la psychothérapie qui est faite avec les enfants. Plus ils sont jeunes, plus on va y aller factuel, c'est sûr. Fait que chez les tout-petits, souvent, je vais utiliser plus de matériel de bricolage pour dessiner le stresseur. Et puis là, après ça, je vais avoir une couleur pour parler des pensées, une couleur pour parler des comportements, une couleur pour parler des manifestations physiques. Puis j'utilise des icônes, puis je les remets à chaque fois. On concrétise les choses. On rend ça le plus concret puis le plus visuel possible, surtout qu'il y a certains enfants pour qui l'écriture, c'est pas encore tout à fait ancré à 7 ans, là, fait que je vais pas utiliser des mots tant que ça, là, ça va être vraiment plus des images très factuelles. Puis les interventions vont être plus comportementales, okay? C'est-à-dire on va encourager l'enfant à éviter l'évitement, finalement, puis les parents à faciliter la mise en place de ces éléments-là. Puis la psychothérapie, c'est pas juste pour encourager les enfants à éviter, là, tu sais, c'est aussi pour leur apprendre comment ça marche toute cette machine-là, là. Tu sais, je vis une situation, OK, parfait, ça active une pensée, ça qui amène certains comportements, qui amène certaines sensations physiques. Fait que, tu sais, on va vraiment leur expliquer tout ça pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes, finalement, pour détecter ces patrons-là pour eux-mêmes. Plus l'enfant vieillit, plus la psychothérapie va ressembler à ce qu'elle est chez l'adulte. Fait que chez les adolescents,
On va utiliser des stratégies qui sont plus cognitives, comme la restructuration, etc. Les habiletés à mentaliser aussi quand ils vivent certaines émotions. La mentalisation, là, c'est vraiment cette capacité-là à se voir aller. Pas juste être pris dans le tourbillon de l'émotion, mais être capable de se déposer, puis avec l'intervenant, là, qu'on mette ça sur la table, là, ce qui s'est passé. Ah oui, j'ai eu cette pensée-là, cette émotion-là. Ah ben oui, c'est vrai, j'ai fait ce geste-là, ça a amené telle régulation sur l'émotion. Ah, mais la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire à la place de ce comportement-là? Ah, OK, ben oui, je vais utiliser cette stratégie-là. OK, donc, avec les ados, ça ressemble beaucoup plus à ce qui va être fait avec les adultes. Puis là, moi, je parle de la TCC, cognitive comportementale. Après, il y a d'autres approches. Il y a l'approche psychodynamique, où on va plus parler de l'inconscient, etc., l'approche humaniste qui est beaucoup plus dans la relation. Puis là, il faudrait que tu invites d'autres gens pour te parler. Mais c'est bon, c'est en lien avec la cognitive comportementale que je voulais savoir. Ouais. Je vais te poser une question en lien avec le traitement, puis après ça, je fais une mise en contexte, puis je te relance la question. Parce que la mise en contexte, c'est pour faire le parallèle avec mon domaine. Pour traiter l'anxiété des parents, j'ai vendu le punch. Pour traiter l'anxiété des enfants, faut-il traiter l'anxiété des parents aussi ou outiller les parents? Puis là, je fais parenthèse, parallèle avec douleur chronique qu'on abordait avant. Moi, en général, je fais l'affirmation que un des meilleurs traitements pour la douleur chronique chez les enfants, c'est entre autres de s'assurer que l'anxiété des parents ou l'inquiétude par rapport à ça est gérée. Puis, j'ai ressorti quelques études, fait que je le résume brièvement parce que je trouve ça vraiment intéressant, puis je pense qu'il y a des parallèles dans la réponse que tu pourrais me donner, puis je serais curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Fait que la première, bon, on en parlait d'entrée de jeu, une méta-analyse en 2024 dans JAMA Pediatric, fait qu'eux, ils ont juste regardé c'est quoi l'association entre les troubles mentaux chez les jeunes et la douleur chronique. Fait qu'ils ont évalué 12 600 jeunes, moyenne d'âge de 14 ans, qui avaient de la douleur chronique. Puis chez ces enfants-là, en douleur chronique, c'était un enfant sur 3 qui avait les critères pour un trouble anxieux, ce qui est quand même beaucoup. Puis 1 sur 8 qui avait les critères pour un trouble dépressif. Il y avait une surreprésentation des filles, fait que ça fit avec ce que tu disais que c'est plus présent chez les filles. Puis dans leur conclusion, qui était vraiment pour trouver des solutions pour la douleur chronique chez les enfants, ils disaient que le dépistage, la prévention puis le traitement de la santé mentale devait être une priorité importante, même pour la douleur chronique chez les jeunes. Mais l'étude la plus fascinante, c'est une étude en 2018 qui disait, en fait, ils se sont intéressés à savoir les parents des enfants qui ont de la douleur chronique, est-ce qu'il y a des caractéristiques qui les prédisposent à transférer ça chez l'enfant? Et ce qui est intéressant, dans l'épisode 28, je t'avais dit que l'anxiété des parents était un bon prédicteur de douleur chronique chez les enfants. Il y a une nuance à apporter. L'anxiété des parents seuls, c'est insuffisant. La meilleure combinaison, c'était anxiété chez le parent et présence de douleur chronique chez le parent. Et quand ça se concrétisait par une mauvaise gestion de la douleur chronique chez le parent, par exemple des comportements d'évitement, des pensées catastrophiques, de la rumination, donc quand le parent avait des comportements, appelons ça mal adaptés face à la douleur, il transférait ça par apprentissage chez l'enfant et l'enfant devenait avec des mauvais comportements par rapport à la douleur. Fait que, tu sais, la catastrophisation de la douleur peut être apprise. C'est ce qu'on voit avec cette étude-là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis il y a une autre étude, en fait, ils l'ont repris 2-3 fois. L'autre, c'était juste un peu avant, en 2015. C'était avant une chirurgie chez un enfant. La catastrophisation de la douleur du parent était le meilleur prédicteur du développement de la douleur chronique chez l'enfant après sa chirurgie. Et ce qui est intéressant, c'est que la catastrophisation chez l'enfant ne prédisait pas. Donc, si le parent était là pour réguler ça, ça s'annulait, alors que si le parent était lui-même avec des pensées catastrophiques par rapport à ça, ben là, ça prédisposait à une chronicité des douleurs. Hyper intéressant. Vraiment beaucoup de parallèles. Fait que, tu sais, moi, ma question que je te relance, c'est, considérant ces potentiels parallèles qui existent, c'est quoi le rôle de l'anxiété du parent par rapport à l'anxiété des enfants? Puis, faut-elle la considérer? Ah, mais totalement, là. Puis, en fait, il y a des études qui montrent que plus le parent est anxieux, plus il y a de chances que l'enfant soit anxieux. OK, ça, c'est assez robuste dans la littérature. Puis, tu sais, il y a une partie de génétique qui explique ça, mais qui n'est pas si grande que ça. Là, on parle d'à peu près de 30 à 50% de génétique pour l'anxiété. Puis, les gènes qui sont transmis du parent à l'enfant ne sont pas des gènes qui sont spécifiques à l'anxiété, ce sont des gènes de régulation émotionnelle. Okay? C'est-à-dire que si le parent a de la difficulté au niveau de la régulation des émotions, il y a certains gènes qui sont associés à ça, là, au niveau de la transmission de la sérotonine, ce gène-là
a plus de chances d'être transmis à l'enfant qui, lui aussi, pourrait avoir des difficultés de régulation émotionnelle. Fait intéressant, si le parent travaille sur lui et apprend des stratégies de régulation émotionnelle, l'anxiété ne s'exprime pas chez l'enfant, OK? Ou s'exprime à un moindre degré, OK? Et donc, oui, les stratégies du parent sont importantes. Un peu comme en avion, là, quand ils disent si jamais il y a des présurisations de la cabine, toujours mettre le masque sur soi avant d'aider l'enfant. Ben, c'est un peu la même chose au niveau de l'anxiété. Oui, pour qu'il y ait apprentissage par observation de l'enfant vis-à-vis de son parent, OK? C'est-à-dire, quand ma mère est stressée par sa présentation scientifique ou peu importe, avant sa présentation, elle dit hey, je suis stressée, je vais aller prendre une petite marche. Tu sais, ça va m'aider à... OK? Donc, cet apprentissage-là peut se traduire par des meilleures habiletés de régulation émotionnelle chez l'enfant, donc diminuer les symptômes anxieux chez cet enfant-là. OK? Fait que oui, il y a la régulation des émotions d'une part, puis aussi cette transmission-là d'anxiété qui est atténuée via ces processus-là pour l'enfant. Et à ce point-là, je voulais dire une autre affaire, puis j'ai oublié. Mais oui, en tout cas, ça va sûrement me revenir, là, mais en effet, il y a ces habiletés... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a aussi le fait que, bon, il y a ça d'une part, apprendre à réguler ses émotions, ça peut être un apprentissage pour l'enfant aussi, entre le parent et l'enfant. Autre chose, c'est que quand l'anxiété du parent est très, très, très élevée, ça devient vraiment difficile d'aider l'enfant à s'exposer à certaines situations stressantes. Parce que là, dès que l'enfant présente un inconfort, ça peut augmenter les inconforts chez le parent. Puis là, ben, ça facilite l'évitement. Là. C'est sûr que quand ça nous amène à ressentir une détresse de même, c'est pas facile d'aider son enfant à s'exposer. Faut comme que le parent soit assez bien pour pouvoir assurer un peu la partie coaching, encadrement qui va être nécessaire pour l'enfant. Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça que quand l'anxiété est super élevée chez les parents, en général, on va conseiller qu'eux aussi aillent se chercher de l'aide, évidemment, avec un autre professionnel de la santé. Là, c'est pas le même thérapeute qui va faire les deux, en tout cas techniquement, là, qui va faire les deux interventions, mais ça peut outiller, c'est ça, à ces deux niveaux-là, finalement. Là. Moi, tu sais, petite anecdote, j'ai déjà vu des choses spectaculaires en clinique, comme un enfant qui rentre avec de la douleur complètement disproportionnelle, vraiment de l'inquiétude, et avec un parent anxieux, puis une intervention presque 100% envers le parent par rapport à comme expliquer la pathologie, qu'est-ce qui se passe, je suis rassuré, c'est pas grave, on peut faire ça, puis que, tu sais, au rendez-vous suivant, ce soit comme si rien ne s'était passé, là, tu sais. Fait que, j'en doute pas. Parce que c'est sûr que l'enfant, quand il est à son domicile ou dans son, je sais pas, à la maison, ben, il va se tourner vers son parent pour savoir quoi faire. Tu sais, quand on a un bobo, on va voir le parent. Fait que si le parent est pas outillé à rassurer son enfant parce que lui aussi est inquiet, est incertain, ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ben c'est sûr que ça devient difficile d'être un peu le pilier pour rassurer tout ça, tu sais. Ah, totalement. Puis, tu sais, c'est fou parce que des fois, comme parents, nos enfants vont nous rapporter des trucs, là. Tu sais, pas en lien avec la douleur, je connais pas ça du tout, mais je sais pas, moi, tu sais, ils vont me dire, à l'école, tu sais, tel enfant a fait telle affaire. Puis là, nous, on est comme, tu sais, ça peut augmenter notre anticipation de l'anxiété, etc. Puis l'enfant est comme, bah non, mais tu sais, moi, je me suis exprimée, puis j'ai dit non, je veux pas que tu me parles de cette façon-là, puis passer à autre chose. Si on a l'impression que l'enfant a fait une intervention adéquate, puis que lui, ses émotions semblent correctes, on peut le questionner un peu. OK, comment tu t'es senti, puis etc. OK, ben bravo, tu sais, t'as bien réagi, etc. Mais après, la discussion est close, là. Tu sais, il faut pas que le parent soit comme « Oh mon Dieu, mais c'est l'enfer! » C'est ça, ouais. Faut pas en mettre plus que ce que l'enfant nous amène. Ouais, puis c'est tentant, plus la maman qui parle. Mais c'est vraiment tentant dans certaines situations, mais c'est comment, tu sais, la régulation du parent aide la régulation de l'enfant, mais même chose, l'anxiété du parent peut amplifier l'anxiété de l'enfant aussi dans ces contextes-là. Là. Puis tu sais, la réponse que je t'ai donnée, elle est très typique des enfants du primaire, OK, pour la régulation, tu sais, cette transmission-là de régulation, cette transmission-là d'anxiété entre le parent et l'enfant. À partir du secondaire, il y a beaucoup moins de liens entre l'anxiété du parent ou le stress du parent et celui de l'enfant, parce que le parent prend un peu le bord. Tu sais, c'est vraiment comme les amis qui deviennent plus... Il y a une indépendance progressive qui se fait. Oui, graduellement, ou en tout cas une indépendance attendue qui se fait, tu sais, parce qu'on veut que l'enfant se découvre un peu au niveau de l'identité, puis qu'il apprenne certaines stratégies qui lui sont propres et tout ça. Puis pour certains enfants, ça peut vraiment être libérateur. Tu sais, quelqu'un qui était très, très associé à son parent anxieux puis qui avait beaucoup de symptômes, étant donné cette transmission-là, mais à partir du secondaire, ça peut être... il peut y avoir un certain soulagement à ce niveau-là, mais le contraire est possible aussi. Un enfant qui vit dans un milieu super adéquat, les parents facilitent la régulation des émotions, puis là, tout à coup, au secondaire, l'enfant devient plus autonome, plus indépendant par rapport à ses parents, puis dans un groupe d'amis où il y a de l'anxiété de performance à côté, ben là, on peut voir une augmentation des symptômes anxieux. Fait que, tu sais, je vois. c'est ça. Voilà.
Ce qui est quand même fascinant, cette interaction entre les deux. Pour conclure, puis faire peut-être une dernière, un dernier lien sur des petits trucs, là, ce serait quoi si on avait à résumer ça? Mettons, on est un jeune parent ou moins jeune, avec de jeunes enfants, ou moins jeunes, encore une fois, puis on veut faire un top 2 à 3 trucs concrets de comme, voici un top 2 à 3 lignes directrices pour favoriser une saine gestion du stress chez l'enfant, puis lui permettre de se développer avec un enfant qui va avoir des bons outils pour faire face à la vie, qui est une mine de potentiels stresseurs. OK. 1, se réguler soi-même. OK, vraiment excellent. adopter soi-même certaines stratégies ou certaines habitudes de vie qui permettent une saine régulation des émotions pour nous. Parce que tant qu'on n'est pas relativement apaisé, régulé, etc., on peut pas être d'une aide incroyable pour nos enfants. Fait que vraiment ça, se réguler. C'est le numéro 1. Les 2 trucs suivants, OK, c'est pas des techniques, c'est pas des stratégies, c'est vraiment observer, nommer. OK, fait qu'être capable d'observer ses enfants, les voir aller, noter des changements dans le comportement aussi. Ah, avant, mon enfant est super extraverti, il chantait dans le salon en bobette, etc., il y avait bien du fun, etc. Puis maintenant, il est tout le temps dans sa chambre, il parle plus. Observer ces changements-là, ou même observer en général les humeurs, tu sais. Hey, je me rends compte que tous les mardis, mon enfant arrive et il me fait des crises de colère. Se passe-tu quelque chose le mardi à l'école? Mais pour ça, il faut observer le comportement de l'enfant. Ensuite de ça, nommer. OK, fait ça dépend de l'âge, là, mais tu sais, moi, dès 4-5 ans, là, je nommais ça. Tu sais, à mon garçon... Hey, je me rends compte, j'ai comme observé que tu étais plus irritable, tu sais, ce soir, est-ce que je me trompe? Ou, j'ai observé que tu t'endormais rapidement ces temps-ci le soir, tu sais, est-ce que tu te sens épuisé? Est-ce que, tu sais, t'as l'impression que... Bref, on nomme ce qui a été observé. Une fois que c'est fait, il est important de questionner l'enfant pour savoir si on a observé la bonne affaire selon lui, tu sais, parce que ça se peut qu'on ait tort, OK? Donc, suivi de la question... Je suis dans le champ. Ou est-ce que... est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça exactement. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Des fois, ils vont nous dire oui, des fois, ils vont nous dire non. Des fois, ils vont nous dire, par rapport, je ne veux pas en parler. Mais, mais c'est nommé. C'est là. OK? Puis ensuite de ça, nous, on peut, même si l'enfant est comme plus ou moins d'accord, on peut prendre soin. C'est-à-dire, on a l'impression que l'enfant a une plus dure journée, les symptômes sont plus élevés. On essaie d'entrer en dialogue, ça ne fonctionne pas nécessairement. On peut essayer de prendre soin, tu sais, fait que, je sais pas moi, c'est un soir de semaine, mais c'est comme, hey, on soupe-tu des gaufres? Tu sais, c'est comme, c'est ton repas, on soupe-tu des gaufres? Tu sais, faites pas ça tous les jours, mais, tu sais, c'est ton repas primaire, on fait ça, hey, on va-tu voir un film? Tu sais, prendre soin aussi, ça peut... Faire un petit pas de plus que la normale. Oui, c'est ça, surtout dans ces périodes-là de rentrée scolaire, là, où les enfants n'ont absolument aucun contrôle sur leur vie. Mais tu leur donner du contrôle à certains égards, ça peut aider, là, tu sais, tu tripes ces gaufres, mais cool, on va en souper cette semaine, tu sais, choisis ce que tu mets dans tes lunchs, c'est bien correct avec moi. Tu sais, bref, en tout cas, c'est ça, essayer de prendre soin de cette façon-là, ça peut aider. Ensuite de ça, si, mettons, l'enfant dit « Ouais, en effet, je suis plus irritable ces temps-ci parce qu'il arrive, il y a une situation avec Emma à l'école, elle est pas fine, etc. » ainsi de suite. Je connais pas d'Emma. C'est pas une préconception que j'ai, mais en tout cas, elle nomme la situation. « Ah, OK. Veux-tu m'en parler? » Ouais. OK, tu sais, avant de faire comme « Ben, raconte-moi tout. » Versus le mode solution. « Ah, mais t'as-tu essayé ça? T'as-tu essayé ça? » Ouais. Oui. Ouais. Tu me demandes, c'est vraiment ça. Veux-tu m'en parler? Puis là, l'enfant raconte, tu sais, on entre en dialogue. OK, parfait. De quoi aurais-tu besoin de moi? OK, tu sais, c'est pas tous les enfants qui veulent qu'on trouve des solutions pour eux. Ça dépend de leur âge. S'ils ont 5 ans, ils vont avoir besoin d'être plus guidés que s'ils en ont 16, là, tu sais. Mais plus ils sont grands, plus il faut se poser la question, tu sais, de quoi tu as besoin? Aimerais-tu que je te dise, moi, ce que je ferais avec ça, etc. Tu sais, en tout cas, poser des questions pour faire confiance à l'enfant aussi dans les conseils qu'on lui donne. Puis il y a des jeunes qui vont nous dire, comme parents, non, tu sais, moi, j'ai pas vraiment envie que tu me donnes des conseils, mais j'aimerais vraiment ça, par exemple, que tu m'aides à me trouver de l'aide, qui est bingo. C'est bon. Ouais. Genre, écoute, on va s'asseoir, on va faire le tour, on va se mettre sur des listes d'attente, on va voir ce qui est possible pour nous d'un côté de budget, est-ce qu'on peut aller consulter au privé, est-ce qu'on se met sur une liste d'attente aussi à l'essai. En tout cas, tu sais, réfléchir à ce dont l'enfant aurait besoin. S'il est très jeune, évidemment, c'est pas notre enfant de 5 ans qui va dire « Oui, j'aimerais consulter un psychothérapeute. » Ouais, non, c'est ça, tu sais, des fois, il faut prendre les devants selon leur âge développemental, évidemment, mais plus ils sont vieux, plus les impliquer dans ce processus-là, ça peut être aidant. Fait que ça, c'est vraiment comment entrer en interaction. Je me régule, j'observe, je nomme. Ensuite de ça, oui, il y a des trucs qu'on peut utiliser avec eux.
moi, le premier, là, la distraction. Ouais. C'est merveilleux. Tu sais, des fois, je vois des enfants qui sont dans des périodes de crise, etc. Puis plus ils sont en crise, moins ils ont accès à la raison, là. OK? Fait qu'un enfant en crise de larmes, en crise d'anxiété, etc., c'est pas le moment d'essayer de rationaliser. Ouais, je comprends. Ça ne fonctionne pas, c'est biologique. Les hormones de stress bloquent le préfrontal, on n'y a plus accès, ça marche pas. OK? Dans les périodes de crise, on veut amener le jeune à essayer de se distraire. Hey, montre-moi donc tes vidéos TikTok. Tu sais, montre-moi ça. Sont où tes camions? Sont où... C'est ça. Ouais, c'est exact. ça. TikTok, c'est plus pour les grands, là, mais en effet. Mais hey, montre-moi donc ça, telle affaire. Hey, j'ai vu dans ton sac que t'avais un dessin, montre-moi ça. Tu sais, on essaye de vraiment pour baisser la tension. On a un enfant en crise d'angoisse, etc. Tu sais qu'il trippe sur le soccer. On sort le ballon, vite, on s'en va au parc. Mais quand on distrait, on essaie de baisser la tension. Parfait. Il y a des stratégies qu'on peut essayer de mettre en place quand ça va bien. OK, on n'instaure pas des nouvelles stratégies quand on est dans une crise. C'est bien rare que ça fonctionne, puis c'est rare que l'enfant va faire genre « Oui, papa, je t'écoute. » Mais la respiration abdominale, ça fonctionne bien. Il y a une application, moi, je conseille aux parents de l'essayer avant de le faire à leurs enfants. Là. Mais il y a une application dans laquelle je n'ai pas de part promis, mais c'est Respire Relax. Je ne sais pas si tu la connais. Quand on est néophyte dans la respiration abdominale, je trouve que ça peut vraiment aider. Tu sais, tu suives, c'est une bille qui monte, qui descend, qui nous indique quand inspirer, quand expirer. Puis la respiration abdominale, ça fonctionne vraiment pour faciliter la régulation du stress. C'est biomécanique. Je me rappelle même pas si on en parlait dans l'épisode sur le stress. On en a parlé avec le diaphragme puis la réponse du système nerveux sympathique, parasympathique. Donc, je redirige, comme dans les articles, je redirige vers l'épisode 28. Mais c'est vraiment, tu sais, ça peut aider à venir relaxer. Il y a vraiment un effet mécanique, physiologique qui explique pourquoi ça diminue les hormones de stress. Avec les enfants, la façon dont je vais l'adapter quand ils sont plus jeunes, si on peut leur demander de se coucher, par exemple, ils mettent un toutou sur leur ventre. Il faut vraiment voir le toutou monter et descendre. C'est ça qui nous indique qu'on le fait correctement, si on veut. Sinon, le truc des bougies, là, on leur demande de mettre leurs doigts, par exemple, 5 ou 4. Là. On souffle comme sur un gâteau d'anniversaire. Ah, OK, ouais. Tu sais, pour éteindre les bougies, c'est quelque chose qui peut être utilisé avec les tout-petits. Mon garçon m'avait appris ça à un moment donné en revenant du CPE, la respiration papillon. T'inspires en montant les bras, t'expires en descendant les bras. Toutes sortes de variétés. Exact. Pour les amener à respirer de cette façon-là. Il y a aussi une autre application dans laquelle je n'ai pas de part qui s'appelle Petit Bambou. Oui, super. C'est ça. Fait que j'ai découvert ça à l'université, très utile. Ah ben vraiment, tu sais, pour amener à être dans le moment présent. Pourquoi est-ce qu'on veut être centré sur son corps puis sur ce qui se passe autour de soi? C'est parce que plus on est centré sur ici et maintenant, moins on est centré sur nos scénarios catastrophes. Fait que ces stratégies-là, ça peut vraiment aider à ramener dans notre corps. Une autre chose qui peut aider, c'est l'activité physique. Mon exemple de soccer, ça en serait un. C'est de la distraction, mais c'est aussi j'active mon système nerveux. Sur le coup, ça monte les hormones de stress, mais ça aide à relâcher une certaine tension après. Puis le système de stress, ce qu'il fait, c'est qu'il nous amène à cumuler de l'énergie. Plus je cumule de l'énergie, plus elle a de chances de ressortir en crise. Faut bien la dépenser. Faut la dépenser. Fait qu'aller sortir, ça peut être de mettre de la musique, on danse dans le salon, peu importe, mais vraiment essayer de relâcher cette pression-là. Ça, c'est des stratégies en situation de crise. Oui, court terme, maintenant. Là. À plus long terme, c'est sûr qu'installer un dialogue sans jugement, ici et maintenant, ça aide à avoir un espace de sécurité à la maison où l'enfant se sent capable de discuter de ses patentes. Et pour que ça soit maintenu dans le temps, il faut qu'on fasse attention à nos propres réactions quand il nous en parle. C'est pour ça que je vous donnais cet exemple-là un petit peu plus tôt avec... c'est pas parce que je te vois, là, mais c'est vous tous. Okay? Avec ce qui se passe dans le cours d'école, c'est sûr que si quand il nous ramène ses affaires, mais nous, on est « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? » Puis c'est l'enfer. Puis ça incite pas à partager la prochaine fois. C'est comme pas le fun. Fait que, puis des fois, c'est difficile de contrôler ses réactions, mais essayer de le faire là, pour favoriser cet espace-là. Puis ce qu'on peut faire à plus long terme, quand on a bien ciblé c'était quoi le problème, t'sais, quand on a bien compris les contextes dans lesquels l'anxiété se présentait, bien, c'est de favoriser graduellement l'exposition. T'sais, on se rend compte que l'enfant veut faire aucune activité parascolaire parce qu'il est trop gêné, trop anxieux de rencontrer des autres. On va le faire pareil. Okay? On va s'inscrire à des cours de tennis. Les 3 premiers cours, je vais y aller avec toi. Okay? Le 4e cours, je vais t'attendre dans les estrades. Le 5e cours, je vais t'attendre dans le corridor. Le 6e cours, je reste dans le char. Puis les autres fois, je viens pas. Tu sais, on a un plan d'exposition graduel, puis on met des stratégies en place dans ces contextes-là. Si ça marche pas, on va chercher de l'aide. T'sais. Les cours de natation, pour ça, c'est super. Moi, j'étais sauveteur comme job étudiant. Fait que j'enseignais la natation aux jeunes j'ai fait des groupes de 3-4 ans jusqu'à, mettons, 15-16 ans. Tu sais, de laisser l'enfant avec un moniteur, monitrice qui fait le cours.
très belle stratégie d'exposition graduelle à l'anxiété de séparation, par exemple. Totalement. Ouais. Puis tu sais, je sais qu'il y a des écoles primaires aussi où ils ont des programmes avec des psychoéducateurs, puis ils vont exposer les enfants qui ont de l'anxiété sociale. C'est eux, par exemple, qui vont distribuer les collations. C'est eux qui vont aller chercher les effaces dans les locaux à la fin pour aller les nettoyer. Okay? Ouais. Tu sais, ce genre de choses-là, dans les endroits où il y a encore des tableaux là, qui se font de plus en plus rares, mais des tableaux à la craie, je veux dire, là, mais c'est que ça, on les expose graduellement. Ça se fait en psychoède, ça se fait en psycho, mais ça, tu sais, le parent peut aussi contribuer à se faire. Fait qu'on expose graduellement, on se fait un petit plan, puis on essaie de le respecter malgré l'inconfort que ça nous amène. Excellente réponse, très complète pour ton top 3 trucs. Mais c'est parfait, on a eu le top 10. Ouais. En fait, on a eu le top 3 et la suite des choses. J'avais oublié la consigne. Non, mais c'est parfait, en fait, c'est encore mieux. On va conclure là-dessus. Si les gens... aurais-tu des ressources à recommander en lien avec ce qu'on a discuté, tu sais, pour les parents, je sais pas, Pour les enfants, j'ai moins de matériel, mais sur le site de Sonia Lupien, fait que stresshumain.ca, elle a fait avec une infographe des bandes dessinées pour les enfants qui leur expliquent vraiment c'est quoi le stress. Fait que, super. C'est super là, ce que l'infographe elle a fait. Là, le stress, c'est un petit bonhomme qui se cache dans le ventre, puis etc. Puis c'est des bandes dessinées, entre guillemets, mais c'est des formats PDF là, qu'on peut imprimer. Cool. Sur son site web, elle a aussi les capsules Surf ton stress qui sont pour les ados, mais ça leur explique bien la différence entre le stress et l'anxiété. Il y a ça. Pour que les parents s'outillent, il y a un livre que j'aime bien qui est L'anxiété apprivoisée. C'est de Amélie Seida. Je ne sais pas si je dis bien son nom de famille. Je la connais, je crois, oui, OK. Elle a écrit un livre avec... elle était aussi sur un ouvrage d'André Marchand qui est La peur d'avoir peur. Ça. Oui, j'ai lu ce livre. Elle est co-auteure sur ce livre-là qui est vraiment sur l'agoraphobie, mais ça donne quand même des bons trucs pour l'exposition. Je pense qu'après, on peut le transposer là, finalement à l'enfant. Fait que ça, c'est plus pour s'outiller pour soi. Mais je vous dirais qu'en termes de ressources, c'est vraiment des bons éléments pour partir à ce niveau-là. Ouais. Excellent. Ça fera des lectures de chevet pour les auditeurs et les auditrices. Merci encore une fois de t'être déplacé. Très belle discussion. Puis je pense que les gens vont en avoir appris davantage. Puis au plaisir de se reparler dans le futur. Merci. Salut.